Bienvenue à toi sur le bonus de C'est quoi ta ref, épisode consacré à la culture radio. Pour ce premier bonus, notre invité est comédien, humoriste, animateur radio et même maître de cérémonie. Si vous ne voyez toujours pas de qui je parle, il n'y a pas beaucoup de Belges qui crient tous les soirs de la semaine « Par Jupiter » sur France Inter. Pendant près d'1h30, nous allons aborder ses premiers souvenirs radio, ce que représente l'humour pour lui, ses doutes, ses succès et bien évidemment, ses rêves. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ah, si, je vais répondre à un truc, mais ça va être une catastrophe parce que c'est mes concurrents aujourd'hui, c'est les grosses têtes. Vraiment, sans hésiter. C'est-à-dire que en Belgique, normalement, les gens écoutent les radios belges. Et il y a une petite minorité qui, à l'époque, écoutait en longues ondes des radios françaises, dont faisait partie mon père, qui écoutait RTL longues ondes, donc 234, je crois, à l'époque. Je le vois vraiment bien écrit sur la boîte radio de la voiture, quoi. Et c'était les grosses têtes, époque Philippe Bouvard. Et ouais. Et en l'occurrence, alors ça a évolué. Laurent Ruquier a fait un bon mix, c'est-à-dire entre ce qu'il était lui et ce que les grosses têtes étaient. Mais même avant l'arrivée de Ruquier, il y avait déjà un petit quelque chose qui s'était un peu étiolé, qui s'était perdu, qui était les grands référents culturels. Et moi, quand j'étais gosse, il y avait Jean Dutour, il y avait Robert Sabatier, il y avait évidemment, qui sont des drôlistes, mais qui sont des poids lourds de culture, c'était Jacques Martin et Jean-Yann. Et puis les mecs qui faisaient les cons autour, qui étaient Sim, Philippe Castelli, je cite que des mecs, et c'est marrant parce qu'il y a assez peu de filles. Guy Montagnier qui racontait des blagues. Et moi en tant que gosse, j'aimais bien parce que je comprenais, quoi. Parce que comme il y avait pas mal de rêves quand il parlait de tel auteur français ou qui riait sur telle citation, je ne comprenais pas tout, mais ça rentrait. C'est dur de comprendre. C'est-à-dire qui est Alphonse Allais, qui est Jules Renard, qui est Francis Blanche. Après on découvre, hein, mais c'est marrant. Et il y avait des citations, je pense, de Shakespeare, de Churchill. Enfin, ça faisait un peu de culture. Et puis donc souvent ils se retournaient vers les deux académiciens, Sabatier et Dutour. Alors qui c'est exactement? Et l'autre ils expliquaient. Donc je trouvais vraiment un bon mix entre culture et drôlerie. Et Guy Montagnier racontait des blagues un peu à la con que je pouvais raconter dans mes cours de récréation. Et là je vous dis ça, j'avais entre 10 et 14, quoi. Donc vraiment des trucs de gosse. Et il faut quand même dire qu'il y avait des filles. Il y avait Aucun rire n'est admis, Amanda Lear. Bien sûr, on ne sait pas et on ne veut pas le savoir. Et non, elle est formidable, tellement drôle d'ailleurs. Il y avait Macha Merrill et il y avait Isabelle Mergo qui servait un petit peu, ouais, et sans doute certains sont toujours là aujourd'hui, et qui servait un petit peu quand même de représentant des filles, alors que normalement il doit y en avoir une sur deux. Mais bon, après c'était cette époque-là et c'est époque, ouais. Et donc oui, si je dois citer une rêve, c'est ma rêve. Et c'était le premier souvenir radio? Ouais, dans la voiture. Et c'est là à quel point il y a vraiment deux équipes et on l'a senti avec le confinement. On a perdu des auditeurs parce qu'en fait, t'as des gens qui le matin se réveillent et allument la radio chez eux, bon, pour le petit-déj, mais souvent après c'est la télé. Il y a des gens qui n'allument jamais la radio chez eux, et la radio c'est vraiment le produit de voiture, de déplacement. Donc effectivement, de facto, on a perdu des gens. En plus, vous êtes à une horaire où c'est à 17h, c'est quand les gens y rentrent du Super travail, pour la bagnole, parce que si vous voulez, les gens ils vont chercher leur gosse à l'école, souvent il y a des gens qui me disent, parfois ils viennent me voir avec leur gamin de 10-12 ans au spectacle, je trouve un peu jeune. Elle me dit ouais mais bon, on l'écoute dans la voiture, ils vous entendent rigoler, et en fait ils rigolent, et dit est-ce qu'on peut écouter les foufous, et je trouve ça vraiment hyper sympa, et donc je dis mais
faites attention, il va finir de gauche cet enfant. Et elle me dit ouais, je sais, c'est de ma faute. Les parents s'excusent, mais donc c'est assez marrant parce que ce qui était cette rêve, moi j'entendais les gens rire aux grosses têtes et Bouvard faire et bah aujourd'hui c'est moi le rire et c'est des gosses qui, donc ça c'est quand même assez touchant et chouette. Bon, c'est juste que c'est dans l'autre radio, c'est la radio d'en face, mais y a pas de problème. Est-ce que la boucle a été bouclée? T'as été invité en invité mystère notamment aux grosses têtes? En invité mystère, je suis allé. Ah, j'étais assez content. Ça a dû être quand même quelque chose du coup, non? Ouais, c'était marrant, ouais. C'était sympa. Bah, le fameux studio que je connaissais pas. Alors, ils sont plus au ils ont studio changé, mythique, exactement. Mais donc, ouais, c'était rigolo pour moi. Et moi, si tu veux, je sais qu'à l'intérieur, il y a parfois un petit snobisme sur les radios privées. Moi, j'ai aucunement ça parce que je sais que je suis produit de là, je les ai écoutés. Je mesure la chance qu'on a de ne pas avoir de publicité sur nos radios parce qu'on peut parler 1 heure. Et la difficulté que ça doit être pour les radios privées aussi de devoir quand même mettre des pubs et quand même faire des émissions qui attirent les gens, et RTL fait un super boulot. Donc voilà, c'est complémentaire. Après, voilà, si je dois vraiment analyser la sociologie des choses, je crois que l'auditeur d'Inter achète plus facilement des places de spectacle. Du coup, pour nous, c'est plus efficace de faire des blagues sur Inter, même si on est moins bien payé. J'ai pas toutes les infos, mais il semblerait quand même qu'elle soit beaucoup mieux payée. Mais c'est pas grave, et du tout d'ailleurs. Et puis on est c'est vraiment un chouette vivier. On est entre potes aussi, ils prennent des risques de mettre des jeunes inconnus. Je pense que toute cette bande, si elle était arrivée sur RTL, on serait pas tous arrivés en même temps. Et, ça aurait été partout, je suis même pas sûr. Il fallait être connu par ailleurs, ce qui est encore le cas aux grosses têtes. Tu peux pas débarquer comme ça de nulle part. France Inter, parfois, ils donnent la parole à quelqu'un qui est vraiment inconnu au bataillon, quoi. Donc tout ça, je trouve ça assez chouette. Et donc voilà, c'est quand même la grande force des grosses têtes, c'est d'être un peu la référence à pas mal d'âge, parce que tu vois, moi aussi pour le coup, c'est vraiment ma référence aussi. C'est quoi ta génération, toi? Moi j'ai 30 ans. Ouais, et donc c'était qui? C'était 90, moi c'est fin Bouvard. De Kersozon? Ouais, exactement, de Kersozon, Bernard Mabie. Ouais. Comment il s'appelle, celui qui a les lunettes là Perroni. Exactement, Jean-Jacques Perroni. C'est cette fin de génération-là et la nouvelle d'aujourd'hui, quoi. La génération après toi, et pareil, parce que c'est les parents qui écoutent ça dans la voiture. Bien sûr. Donc toi, nous qui choisissons. Ta génération, toi c'est Cordula, Stéphane Moi, Plaza. On sent qu'on a perdu un petit peu quand même, sans vouloir. Quand j'entends les grosses têtes, j'ai l'odeur de la cigarette dans la voiture. Moi, c'est le numéro d'ailleurs, je t'ai dit le numéro sans réfléchir. Je pense que le jour où j'ai Alzheimer, je peux encore mettre RTL en longues ondes parce qu'on se souvient des plus vieux trucs. Donc, oui, bien sûr que c'est ça. Et c'est vrai qu'ils y ont peut-être, mais je te dis, peut-être il n'y a plus de grands référents. Je crois qu'Eric Orsena l'a fait de temps en temps. Tu vois, mais c'est ce genre de gens-là qu'il faudrait, tu vois, pour, je pense, que l'émission soit et le flair de ce qu'elle avait quand moi je l'ai connue, mais peut-être les gens ne voudraient plus écouter ça. Donc, Récemment, ils ont mis aussi dans les grosses têtes, dans l'équipe, Paul Elkarmat, tu sais, le mec qui a été tout à fait. hyper fort aux 12 coups de midi pendant des années. Du coup, c'est un peu, j'ai envie de dire, alors lui, c'est pas du tout un académicien ou quoi que ce soit, mais quand même, c'est un mec qui a un puits de culture de fou. C'est le nouvel un peu génération. C'est Wikipédia. C'est ça. C'est Wikipédia, exactement. Bon, si on parle de la radio un peu plus largement, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimes dans ce média en fait particulièrement? Si tu l'aimes. Il y a des chances que là, oui. ça va clore le podcast. Non. Bon, merci. Alors, figure-toi que j'en étais pas un consommateur fou. À part justement la voiture et chez moi à la maison, si, alors il y a une rêve que j'ai quand même, que j'écoutais sous mon lit le soir, qui était Doké Diffoul sur Fun Radio. Je suis désolé de vous mettre un peu de me mettre un coup de vieux. Je l'ai. Donc c'était Il est encore là. ouais, et c'était deux gars. Doc, c'était donc le médecin, Diffoul l'animateur, et donc il répondait à des questions sexo, je crois de 20h à 22h sur Fun Radio, et franchement ça j'écoutais dans mon lit avant de m'endormir. Août 92, Fun Radio invente Love in Fun pour vous donner la parole. Oui, bonjour Doc, bonjour Diffoul. 3 mois plus tard, Love in Fun devient, grâce à vous, l'émission la plus écoutée de France. Aujourd'hui, rien n'a changé et vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à appeler Love in Fun. Il y a forcément une raison. Love in Fun, tous les soirs à 18h45 sur Fun Radio. Émission libre. 3 générations différentes. On a un peu tous vécu la même chose j'écoute via les parents. Et le soir, c'est la radio libre un peu interdit où on se cache aussi. Exact, voilà. C'est marrant que ça se perpétue, quoi. Et la matinale dans la voiture aussi. Là, c'était pour moi Belle RTL, c'est donc l'RTL Belgique.
que mes parents écoutaient, et c'était de l'info. Et donc effectivement, avec en fin d'info, c'était le début aussi des chroniques d'humour. En Belgique, c'est André Lamy qui faisait l'équivalent de Laurent Gérard. Votez pour moi avec Dubuis et Lamy. Bonjour, bonsoir, c'est Voté pour moi, l'émission très en retard. Eh bien voilà, c'est foutu, hein. On avait une petite chance d'avoir une femme Premier ministre, c'est raté. Marianne Thyssen a donc démissionné hier de la présidence du CDNV. Bonjour monsieur Dubus. Bonjour monsieur Terme, ça a l'air de vous réjouir, dites donc. Non, ah non. Vous savez, ma collègue, madame Thyssen, est fatiguée. Hein. Ouais. Elle a des varices œsophagiennes. Hein. Elle a décidé de se consacrer son temps à son élevage de hamster. Hein. Elle a un élevage de hamster. En fait, j'en sais rien, mais si c'est pas le cas, eh bien, elle devrait. Hein. Dites donc, c'est pas l'ambiance. Imitant des politiciens belges et des gens de l'actu pour faire une petite capsule de 7-8 minutes en fin de journal, quoi. Et donc là, effectivement, l'humour commence à investir ces cases-là. J'ai découvert après, en arrivant à Paris, les Stéphane Guillon, je lui ai déjà dit à Thomas VDB qu'avec Ben, c'était les deux dont je regardais les premières vidéos qui étaient dans le Fou du Roi. Ouais. Et ouais, exactement. Et là, c'était des équipes d'humoristes. Et j'avais envie de faire ce métier. Je savais pas par où, mais j'avais envie d'écrire des blagues. Et je les écoutais, quoi. Et Thomas VDB, il y a des chroniques. J'ai reparlé de ces chroniques. Ça fait, je sais pas, un peu le con de fan. Et donc, je trouvais qu'il n'était pas bien exploité dans certaines émissions parce que souvent, les maîtres loyaux de ces émissions ne comprenaient pas son humour, ne comprenaient pas pourquoi il était marrant. Et maintenant, à Jupiter, je crois, il est de nouveau très content. Enfin, ça fait maintenant 7-8 ans, mais il y a eu cette période entre Berne où je pense que les gens pigeaient pas toujours son délire. Je pense à Frédéric Lopez, que j'aime beaucoup, qui était le premier mec qui m'a mis le pied à l'étrier, mais je crois qu'il ne comprenait pas bien le décalage de Thomas. Pourquoi ils font rire Mais exactement, mais c'est ça aussi. Hein. J'ai eu ça, moi, avec des nouveaux humoristes, je le dis de temps en temps, mais quand Fraissinet est arrivé, sa façon de faire, je me suis dit, bon, c'est pas comme moi, c'est pas, et en même temps, je vois que les gens rient, et après, j'ai appris à apprécier le flow du gars. Tu apprends à apprécier ou tu cherches à comprendre ce qui fait rire? Un peu les deux, mais non, du coup, j'ai appris à apprécier. Après aussi, je pense que lui-même me dirait qu'il a progressé entre sa première chronique et aujourd'hui, il fait ça comme nous tous, tu vois. Et ça, c'est super que des gens nous donnent cette chance-là. Mouloud pour lui, moi, c'était Lopez à France Inter, et d'autres après. Mais... On parlait justement de tes premiers pas à la radio. Tu te souviens de ton premier passage radio? T'as le souvenir ou pas? La première fois ou... Ah si, très bien. C'était sur Bel RTL en Belgique, et il y avait un concours ça s'appelait Radio Academy. Et donc il y avait une douzaine de gens qui avaient envie de faire ce métier, qui pendant tout l'été faisaient un espèce de championnat. Et j'arrive en finale. Je suis assez content. Et c'était une émission, c'était une chronique? Il y avait différents exercices. Différents c'était exercices. la nouvelle star de la radio. Si tu veux, c'était quand même, c'était bon esprit. Hein, franchement, je suis pas sûr que ça faisait des énormes audiences, mais ça leur permettait de peut-être aussi renouveler un petit peu, d'avoir faire venir des gens, des nouvelles voix, des machins. Et puis voilà, ça faisait un peu concours. Les gens aiment bien ça. Et j'arrive en finale, et en finale, effectivement, tu as tes 3 minutes à toi. Et contre la fille qui était en finale contre moi, qui avait ses 3 minutes à elle. Et elle décide, car c'est l'été, de nous proposer une belle recette ensoleillée à faire pour manger dehors dans son jardin. Et elle fait une recette. Bon, voilà, très radio ce dimanche après-midi, quoi. Et moi, je me dis, bon, on va faire des blagues, quoi, tu vois. Et donc, je fais... Là, il y a une victoire qui se savoure, là. Non, il y a une énorme défaite, mais pour des bonnes raisons. Donc, je fais une chronique sur la mort de Ted Kennedy. Autre ambiance. C'est-à-dire qu'il était décédé la veille, et décédé de mort naturelle à 78 ans, ou que sais-je. Je dis, pour un Kennedy, c'est quand même une mort pas ouf. Franchement, il y en a qui prennent des arbres, il y en a qui prennent des balles. La mafia, tout ça, et l'autre, c'est passé à travers. Une pauvre mort, vraiment la honte de la famille, quoi. Et je fais 3 minutes de ça, franchement, dans un silence mortifère de gens qui me regardent. Et bon, il me laisse terminer, tu vois. Et puis le présentateur, un peu inquiet, dit, maintenant la pub. Et puis il me regarde, il me fait, mais on fait pas ça sur RTL. Et je dis, mais c'était pas marrant. Il dit, mais c'est pas la question. Je dis, ah, pardon. Et donc j'ai perdu.
Et Face à une recette j'ai perdu. dans du Beaujon en bon Face à quoi. une recette de cuisine, mon pote. Cette phrase Camoulox, finale radio, recette contre la mort de Kennedy. Mais du coup j'avais fait quand même ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille. Je ne sais pas si l'autre vend des recettes ou est sur une chaîne culinaire de... C'est Hélène Darroze finalement. En fait. Mais donc je trouvais ça assez marrant. Donc du coup je me suis dit mais en fait fais ce que tu as envie de faire et c'était plutôt marrant. Alors évidemment j'étais un peu trisard perdu mais... T'as fait un déclic? Je me suis dit, bah, tu sais quoi, elle était bien en fait. Et franchement, qui sont ces mecs pour me dire que j'ai pas le droit et voilà. Donc je m'en voulais pas. Et c'est marrant, il y a une dame qui s'appelle Barbara Mertens, à qui je rends hommage parce qu'elle est décédée cette année, qui dirigeait l'info sur cette chaîne et qui m'avait entendu dire parmi le concours que j'aimais bien le sport. Et elle m'a dit, bah, on cherche des gens pour aller sur les matchs de foot, parfois le week-end. Tu installes ton truc, ton codec, et puis on t'appelle pendant les journaux, et puis à la fin tu fais le résumé. Et je dis, bah, j'adore, super, on y va. Et donc j'ai commandé des matchs de championnat de Belgique, ouais, fan de foot, ouais. Fan d'Anderlecht, non, c'est ça? Fan d'Anderlecht. Qui a perdu ce week-end, c'est ça? Qui a perdu contre Gand. Très malheureux. Donc on sort du top 4 et c'est pas bon parce que en Belgique, c'est les 4 premiers. C'est les 4 premiers qui jouent un play-off. Donc il faudrait qu'on récupère. Il reste encore quelques matchs. C'est pas perdu. Tu sais, je suis lyonnais, moi je vais très très mal en ce moment. Et je comprends. Hier j'étais à Bordeaux et je suis allé voir les Bordelais. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué. Ils étaient tristes. Hein, ça, je peux T'avais te le mal dire. du pays, c'est pour Quoi. ça que... J'étais là, je jouais le soir et puis j'étais là pour autre chose. Et puis Patrick Battiston, je raconte ma vie, que j'ai interviewé pour. Je peux pas vous dire ça, mais un chouette truc qui arrive. Trop bien. Et ouais, un projet foot. Et il me dit, bah, si t'es là, viens voir le match. Je dis trop bien. Quoi. Alors j'ai acheté les chartes de Bordeaux, je me suis dit, ça y va, ils sont derniers, ils ont besoin de points. Et ben, ils ont perdu. Ouais, terrible. Et ils ont été à 9 contre 11 pendant, mais j'ai vu. Ils sont incapables de rien, 65 minutes. Donc vraiment, il y avait peut-être moyen d'en placer au moins. Cet exercice de commentaire. J'aimais beaucoup et puis ça t'apprend si tu veux. Au début, t'écris toutes tes interventions presque, tu lis. Et puis tu commences à dire si je mets des mots, ben, ça suffira. Et puis après, tu commences à... En fait, moi je compare mon métier et à la radio et sur scène à pilote d'avion. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais faire ou tu sais pas faire. Voilà, là, je vous vois parler dans les micros, vous savez faire. À un moment, ce qui va faire la différence, c'est les heures de vol. C'est-à-dire que plus tu as d'heures de vol, c'est con, hein, tu tiens ton volant et tu vas tout droit. Mais plus tu as d'heures de vol, plus à un moment, s'il arrive une connerie, tu vas savoir la gérer. Parce que tu auras vécu d'autres situations, parce que tu auras de l'expérience, des choses. Sur scène, c'est pareil. Le premier mec qui intervient dans le public pendant que tu causes, tu fais oh merde. Et maintenant, en fait, c'est peut-être parfois les meilleurs moments du spectacle parce que je parviens à en faire quelque chose de chouette et les gens se disent putain, il est fort. Déjà, au début, c'est ton angoisse. Et après, tu parviens à en jouer. Pareil en radio, un mec qui répond à un truc à moitié fasciste au micro, première fois, tu te dis putain, est-ce que je dois l'interrompre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie la pub? Ouais, tu vois. Et en plus, il n'y a pas de pub. Donc, t'es obligé de la laisser dérouler. Et donc maintenant, j'arrive un tout petit peu à gérer ça, quoi. Et donc les heures de vol, bah, je les ai appris. Là, le foot, c'était super. Et puis petit à petit, la radio belge fait une émission là sur le service public. Ils veulent renouveler leur cheptel d'humour. Et ils font une émission du dimanche matin qui s'appelle Les Enfants de Cœur, qui est aujourd'hui une référence en Belgique. Mais là, c'était tout nouveau. C'était créé avec 4 nouveaux humoristes qu'on avait vu un petit peu sur scène. Je faisais partie des 4. Et on commence. Et les audiences radio, elles sont quand même... elles arrivent tous les 3 mois, quoi. En France, c'est tous les 2. En Belgique, tous les 3 ou 4. Et donc, je croise le directeur de la chaîne après 2-3 mois. Et je dis ça, vous aimez bien? Il me dit oui, j'aime bien, j'écoute. Hein, mais je pense que peut-être vous n'êtes pas sur la bonne antenne. Je dis ah bon? Il me dit non, bon, Vivacité, c'est l'équivalent de France Bleu. Je dis c'est très populaire. Bon. Je me demande si il faudrait pas envisager de vous mettre sur l'équivalent du Move. Donc en Belgique, ça s'appelait Pure FM. Et je dis comme vous voulez. On recevait effectivement pas mal d'insultes, mais on en jouait. On les diffusait à la radio, on avait mis un répondeur, les gens pouvaient nous insulter sur le répondeur, c'était très sympa. Et en fait, les audiences sont arrivées et carton. C'est vrai. Donc il nous a dit en fait on va pas vous changer du tout. Et on n'a plus été emmerdés pendant cette année où j'ai fait ça. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, j'ai commencé un peu la radio en France. Et quand je suis arrivé ici et qu'ils ont renouvelé tous leurs comiques sur Inter, c'était Frédéric Lopez qui était un peu en charge de ça, avec le directeur de l'antenne aujourd'hui, Yann Chouquet, qui était son bras droit. Et après, petit à petit, il s'est élargi son importance sur la chaîne et on est resté un petit peu aussi ces ingrédients, on va dire, ces épices
un peu partout dans les émissions et dans la grille. Et à l'époque, bon, j'avais d'avance sur mes petits camarades comiques que j'avais déjà été devant un micro assez longtemps. Les autres, j'avais un peu d'heures de vol. Les autres venaient de la scène. Moi, j'avais déjà vécu 2-3 trucs. Donc voilà. Est-ce que tu as vu la radio un moyen de faire de l'humour ou c'est que tu te dis j'aimerais bien faire de la radio? Non, moyen de faire de l'humour. C'était mon producteur de l'époque qui disait il faut penser 360. Et c'était pas con. C'était pas con. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, la radio amène des gens dans la salle te fait découvrir par les gens de radio, peut-être la télé, peut-être d'autres. Et effectivement, il a pas tort parce que aujourd'hui, beaucoup d'humoristes sont un peu, tu sais pas où les retrouver, et hop, ils font un film, hop, ils font autre chose. Et moi, j'aime bien ce côté protéiforme. Et la radio reste quand même le socle, hein, parce que je sais que aujourd'hui, si on me demande d'aller faire conteur avec un orchestre symphonique pour un truc, si on me demande de parfois venir de présenter les Molières, si on me demande, je remercie. C'est aussi parce que je suis sur Inter qui me donne une visibilité et aussi une légitimité et c'est chic quoi. Donc après je leur rends si tu veux. On m'a déjà expliqué à Inter, on m'a dit si un jour tu veux partir, la radio t'a donné mais t'as donné à la radio donc c'est ok quoi. C'est ça quoi, y a pas de, enfin sauf si tu nous chies dans la bouche mais c'est pas prévu. C'est plus de chance que ça arrive. C'est clair. Oh, tu sais jamais mais voilà donc effectivement il y a ça et je sais que ce socle de France Inter moi j'ai envie de le garder, j'aime beaucoup cette chaîne. Après, bon, j'ai toujours l'oreille tendue quand on m'appelle, quand d'autres radios m'appellent, je vais prendre un café, je discute. Moi, l'idée de connaître les autres, il ne faut jamais insulter l'avenir non plus. Non, mais c'est vrai, tu vois. Raison, c'est clair. Ce que tu dis sur le moyen de faire de l'humour, c'est toujours le cas aujourd'hui en fait quand on regarde, parce que tu prends la nouvelle génération. Je vois Paul Mirabel par exemple, qui est sur Inter aussi, chez Nagui, et pareil, à la base, lui, c'est la scène. Et je pense que dans sa tête, il s'est fait à peu près la même réflexion que toi, du style, il faut trouver aussi un autre moyen de faire diffuser ma patte, parce qu'on parlait de Fricinet tout à l'heure, lui, pour le coup aussi, il a une espèce de patte. J'aurais pu l'ajouter, mais Paul, j'ai plus vite compris, c'est-à-dire son rythme et sa façon de faire et ses thématiques, et je trouve que il a bien eu raison d'accepter parce que il a été très connu très tôt sur un seul sketch. Exactement. Alors qu'il avait d'autres en boutique et tout ça, mais donc ça lui permettait de se créer du matériel, de s'obliger à écrire pour un public. Hein, quand même, il est écouté sans doute par 1 million de gens à l'heure où il passe. Donc, et un public différent. Et un public différent. C'est-à-dire que ma mère a pu le découvrir alors que c'est pas sûr qu'elle l'aurait découvert par ailleurs. Paul Mirabel. Où ça? C'est monsieur là. Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde va bien aujourd'hui? Oui, tellement. Bah écoutez, moi aussi ça va. Comme vous le savez, je suis en tournée internationale avec mon spectacle en ce moment. Récemment, j'étais vers Poitiers, pas très loin de Dubaï, et demain je pars à Bordeaux dans le Massachusetts. Je pensais d'ailleurs qu'être en tournée, ça signifiait se déplacer en tourbus, et figurez-vous qu'en fait, je me déplace surtout en train-bus, ce qui consiste essentiellement à prendre le train puis le bus. Ouais. Donc c'est un bon calcul. Elle est assez peu TikTok. Il faudrait que je me mette sur TikTok. Je voudrais bien avoir un jour ou deux pour... parce que si je m'inscris sur un coin de table ou dans un train, après, je sais pas l'organiser. Il faut que je comprenne. Ouais. Mais j'aimerais bien, oui, c'est là que ça se passe quand même. J'ai l'impression. Hein, vous y êtes, vous? Non. Moi, j'y suis aussi, mais j'y suis quoi. J'y suis juste avec de présence. C'est le futur, il faut essayer de. Je pense aussi, ouais. Ok. T'essayes de t'ouvrir à tout. C'est de nouveau le 360. Hein. Toujours, ça reste. Mais non, mais c'est marrant parce que, alors ça, je peux en parler en connaissance de cause. Au début, Charline et Guillaume n'étaient pas friands des vidéos, de l'idée d'être filmés parce qu'ils estimaient que la radio, c'est un métier de voix. Ils n'ont pas complètement tort. Mais ils ont assez vite compris que ça permettait de gagner tout à fait un autre public et de toucher beaucoup de monde et de ramener des gens à la radio. Du coup, de nouveau, cette idée de on va chercher là pour ramener là. Donc, il y a des gens qui pensent qui découvrent en fait sur l'arrière-plan que France Inter c'est une radio, mais ils aiment bien Guillaume Meurice, alors ils écoutent. Puis à un moment, ils disent mais vous faites, en fait, c'est de la radio en fait. Et donc, là, je te jure, il dit encore. Et Paul, à mon avis, ça a dû lui arriver parce que peut-être sa génération est encore moins à écouter la radio, donc c'est cool aussi pour ça de découvrir. Donc l'image, fatalement, elle s'est ajoutée. On essaye d'en garder quelque chose. Je crois que les gens aiment bien aussi
l'impression que c'est juste une caméra dans un coin, ils peuvent voir un petit peu plus. C'est vrai. L'esprit voyeur un peu. Ouais, mais il n'y a pas besoin, je crois, de se maquiller, de s'habiller, Il faut garder l'esprit, sinon c'est de la télé. je crois. Mais jusqu'à quand ça, tu vois, peut-être qu'à un moment, il y aura des super plateaux. Et là, on sera coincé, si tu veux. Il faudra peut-être se maquiller un jour et peut-être... On parlait tout à l'heure des grosses têtes, t'as vu, là pour le coup, les grosses têtes, c'est quasiment devenu une émission de quasi de télé. Alors ils arrivent toujours pas maquillés et pas coiffés, mais ils ont vraiment des vrais... Ils ont des pupitres, ouais, j'ai vu. machins, Mais ça, je me organisés. demande s'ils n'avaient pas déjà à l'époque. Alors s'il n'y avait pas les caméras, mais je me demande s'il n'y avait pas déjà un truc qui tenait du spectacle. Parce que les gens, ils venaient de très loin pour voir le spectacle des grosses têtes. Et t'as envie de t'ouvrir à tout, tu veux, en fait, est-ce que des fois t'as peur de pas arriver à suivre un truc ou de pas être dans le jus ou Bah voilà, comme je te dis de TikTok, si tu veux, si vraiment j'avais peur, ça devrait faire 1 an et demi que je devrais être dessus, si tu veux. Au moment où il y avait eu des pubs sur TikTok à la Coupe du Monde, sur les terrains de foot, des matchs que regarde mon père, j'aurais dû me dire c'est quand même un signe ça. Et donc c'est resté dans un coin de ma tête, je n'ai pas eu le temps et ça m'a pas excité. Mais je vais volontiers, Mais là, je reviens du festival de Bordeaux. Et donc, je regardais un peu qui sont les gens qui jouaient dans la même salle que moi. Donc, 1000 places, le Femina. Et il y en a un dont je connaissais pas le nom. Et le directeur m'a dit, bah écoute, c'est déjà complet. C'est quelqu'un qui fait, qui est connu par, je crois que c'était YouTube en l'occurrence. Et il a du coup tout un public. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Mais pour parler de Roman Dudwick, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, est très très bon sur scène. Et on m'a dit, mais en fait, il vient des réseaux. Bah franchement, si on me l'a pas dit, ça se voit pas. Ouais, c'est un autre moyen de passer. Et tant mieux, et super, tu vois. Est-ce que vous êtes aussi sur Twitch aussi une émission? Alors ça c'est la radio, ça c'est France Inter qui a voulu justement un petit peu tendre la main vers d'autres technologies pour un peu comprendre aussi. Et donc on a une émission sur Twitch qu'on enregistre comme on parle là, nous trois, pendant longtemps. Et puis on fait des coupes. Et l'émission en radio fait 35 minutes, alors qu'on fait presque 1h40 de Twitch. Et donc l'idée c'est qu'il faut dire un truc intelligent sur 3, à peu près. Et donc ça te permet de faire autrement, hein, parce que en général tu réfléchis à tout ce que tu dis en radio, parce que tu te dis, bah de toute façon c'est direct. Donc c'est vrai qu'avec Twitch on peut se lancer sur une anecdote à la mort moelle-neu, un truc con. Et puis si ça finit en autre boudin, c'est pas très très grave en vrai. Plus libre en fait, le côté où... Ah, tu peux essayer des choses. Ok. Qu'en radio, on essaye de baliser au mieux, parce que si tu prends 3 minutes pour expliquer un truc et qu'au final personne pige, c'est perdu. Ouais, sur Twitch, c'est pas bien grave. C'est vrai. On va revenir un peu aux bases. On sait que t'as abandonné, t'as pas abandonné, mais t'avais des diplômes, mais au final, c'est pas que ça servait. J'ai pas abandonné mes diplômes. Ils sont toujours dans un classeur. T'es parti au cours Florent. Ouais. Dans toujours cette idée de rêve et tout, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de voie? J'avais écouté, je lui ai dit l'autre jour d'ailleurs, je lisais des interviews de gens qui faisaient ce métier et Bruno Solo dit j'ai mis 10 ans pour réussir. Alors je dis à ma mère, si je fais ce métier quand même c'est long. Hein. Et puis j'ai lu un autre interview mais peu de temps après. Et c'était Stéphane Guillon qui dit dans ce métier j'ai mis 20 ans pour réussir. J'ai rappelé ma mère, j'ai dit écoute, j'étais peut-être un peu présomptueux, c'est peut-être plus 20. Donc elle m'a dit oulala mon pauvre ami. Et donc j'étais assez, je regardais beaucoup les émissions avec des artistes, j'aime beaucoup mon père aimait ça aussi, il a été chanteur et donc il me parlait souvent de la création, j'aimais bien moi. Je suis un peu fan des artistes. J'ai collectionné les autographes quand j'étais petit. Ah oui, j'avais donc j'ai ramené tous mes classeurs. S'il y a une inondation à Paris, c'est le drame. C'est le premier truc que je descends sauver dans ma cave. Et donc ouais, c'était assez marrant. Et ta mère t'obligeait à aller voir les spectacles pour avoir autographe? Et c'est ça, ouais, exactement, tu as bien lu. J'aime bien le dire parce que du coup, je pense que pas mal de mères auraient pris leur fils pour un débile. Et peut-être d'ailleurs l'a-t-elle fait. Et elle me disait, bah écoute, si tu veux l'autographe de Michel Galabru, ben, tu vas voir La femme du boulanger. Je dis, bah trop bien, tu vois, en plus c'est gagnant-gagnant. Moi j'étais hyper content, hein. C'était pas du tout une punition. Donc elle m'offrait le ticket, et donc j'ai vu des super choses. Et c'est mes rêves un peu de vieux, si tu veux. Parce que j'ai vu ce qui est l'équivalent pour la génération d'avant de Au Théâtre ce soir, qui n'existait plus en télé. Mais ces mêmes gens continuent à tourner. J'ai vu sur scène Michel Roux, j'ai vu sur scène Robert Lamoureux. Quelle chance quoi, parce que... Alors évidemment c'est super.
Parce Avec que- le recul, ben, aussi. Non, mais même sur le moment, tu le moment, sais. sur le Ouais. moment, tu te dis c'est trop bien, tu Ouais. vois, Daniel Secaldi, des trucs Micheline Dax, des trucs comme ça, Ouais, je suis hyper c'est content. ouf. Quand tu arrives au cours Florent, où ils veulent tous plutôt être Mélanie Thierry et Pierre Ninet, enfin en l'occurrence, plutôt les gens d'aujourd'hui, quoi. Et il n'y a que moi qui avait des rêves d'un autre temps. Et donc j'ai trouvé un petit compromis sur des auteurs comme Labiche, qui revenaient un peu, c'est-à-dire que tu pouvais jouer un petit peu en surjeu avec ce truc-là, sans passer. Il y a des comédies de Tchekhov où tu peux y aller. C'est dur d'avoir un autographe de Tchekhov. Alors, en l'occurrence, j'ai fait un bond qui était un peu tordu, mais même de Labiche, hein, je te dirais. Mais donc sur Fédo aussi, tu vois, là il y avait moyen d'avoir ce que j'aimais moi du théâtre, c'est-à-dire les portes qui claquent, les comédies, le ciel mon mari, tu vois, que j'avais beaucoup vu. Et puis effectivement, la femme du boulanger, c'est Pagnol, c'est presque une tragédie. Mais j'avais pas les refs. J'avais pas Coltès, j'avais pas Lagarce, qui quand je suis arrivé, je me dis mais qui sont ces gens et donc par contre, ce que je conseillerais à tous les gens qui ont des rêves, c'est de ne pas être fermé aux autres rêves. Donc ce que j'ai fait, et m'a regardé comme si j'étais genre premier de la classe, ce qui n'est jamais arrivé, prof de première année, je dis écoutez, il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas, mais faites-moi une liste des auteurs et des pièces que ce serait bien que j'ai lues. Et m'a fait une liste de Corneille à Lagarce. Et j'étais allé chez Giberjeune à l'époque, acheter des bouquins d'occasion. Et donc j'ai lu, j'ai fait pareil avec les films. J'allais dans les quartiers latins les voir, parce que quand je suis arrivé à Florent, il n'y avait pas aussi facilement le moyen de voir des films sur Internet. Et puis c'est quand même super de les voir en salle, donc je payais, c'était pas cher, hein, c'était je sais pas 4 €. Et C'est vrai qu'à Paris, on a la chance d'avoir de ouf. énormément de cinéma, mais qui diffusent des films pas seulement à l'affiche. Oui, des il anciens y a films. pas mal de cinéma. Dans le quartier latin, moi j'ai vu, en fait t'as des cycles, hein, t'as un cycle Raoul Walsh, t'as un cycle, moi j'ai vu La Nuit du Chasseur, alors que tu sentais qu'il y avait une des trois couleurs qui fonctionnait pas. Donc de temps en temps t'avais une espèce de saut et tout. Ça a son charme au final. Mais à fond, et puis ça te fait une culture, et puis tu sais pas si ça te sert ou pas, mais c'est sûr que ça te sert en fait, Ouais. ça te nourrit, et puis après quand tu recraches quelque chose, dans mes chroniques j'essaye parfois de mettre des références, dans mes sketchs aussi, de choses qui m'ont plu, sans essayer de perdre les gens, parce que quand t'as une ref qui te fait plaisir qu'à toi, c'est emmerdant. Quand t'as une ref qui fait un peu plaisir plus large, j'ai parlé de ça, du name dropping avec Vincent Delerme, qui est un fou de name dropping, et il me dit c'est compliqué de mettre un nom propre qui fait plaisir aux gens et que tout le monde sait. Et donc il y a une chanson, il parle des jambes de Gabriela Sabatini. Effectivement, pour ma génération, Gabriela Sabatini, joueuse de tennis argentine, tout le monde connaît Gabriela Sabatini. Et donc c'était chouette de entendre ce nom-là, qui était un peu sorti des idées de la tête des gens. Aux yeux dans l'autocar, tout ce qui reviendra jamais. Les jambes de Merlin Hôtel, je sais pas où sont partis. Les jambes de Sabatini. Quand on fait des refs, il faut toujours un petit peu faire attention à ça, à la façon dont ça va être compris. Ouais. Et aussi à la façon dont ça va donner envie à des gens de dire mais tiens, qui est Gabriela Sabatini, je vais le taper sur Google et puis je vais découvrir. C'est aussi ça que j'avais fait avec cette liste de livres, qui était de me dire mais en fait, et je pense par exemple Ionesco, je connaissais pas ou très mal, je me suis cogné, je suis allé à la Huchette le voir, et il y a des trucs, je me suis dit mais ça va me correspondre ça. Ça me rappelle un spectacle que j'avais vu quand j'étais jeune, je devais avoir 16 ans, un spectacle de Lucchini. Pareil. Ah ouais? Moi tu vois. c'est ma rêve. Moi aussi j'aime trop Lucchini. Mais très jeune en fait. Et pareil, j'ai ce souvenir. À Ramatuelle j'étais. J'y vais cet été, je fais un peu ma promo. Tu fais à ton Ramatuelle le spectacle à 4 Ramatuelle. août. Ouais. Oh ok, Trop incroyable. content. J'adore. Peut-être moyen que tu sois dans le coin. Ce serait trop bien que je vienne te voir. Viens. Avec plaisir. Et peut-être je vais prendre des coussins dans la gueule parce que c'est la oui, tradition. c'est la tradition à de Ramatuelle. balancer des coussins. Si on a aimé. Oui. Ah, je te le souhaite du coup. J'espère d'en prendre des coussins dans la gueule. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que Lucchini balance énormément de rêves sur ce genre de spectacle aussi. Tu sais, il fait des lectures et tout. Et moi à l'époque, c'est peut-être le même spectacle qu'on a vu. Moi je devais être un peu plus âgé que toi. C'était à la Gaîté Montparnasse. Il y avait 400 places. C'était le début de Lucchini. Enfin, le début de ces spectacles-là, rien sur Robert ou tout sur Robert. Ouais, c'est ça, exactement. Et oui, donc, totalement, c'est ça. Et il te donne envie d'acheter Paul Valéry et Roland Barthes, que je connaissais très mal,
tout en te marrant pendant une grosse heure et demie sur des rêves culturels. Je n'entends pas tout, je ne comprends pas tout. Je sens le grain de sa voix, lui qui a si bien écrit comme Paul Valéry sur la beauté de la voix. Je m'approche, j'essaye de lui parler. Il y a une queue énorme, il y a tous les psychiatres. Il faut attendre pour aller, on se croit à Vienne, hein. C'est Freud, il y a Ernest Jones, Ferenczi, Freud au milieu. C'est des stars, on attend 30 minutes, 35 minutes. Je m'approche, je rentre dans la queue, je m'approche du bureau. Je suis à 1 mètre de Roland Barthes. Ça y est, je suis à 1 mètre du bureau, la chaire de Roland Barthes. Monsieur Roland Barthes. Oui. Vous avez dit du bien de Perceval le Gallois. Oui, je crois que l'époque n'a pas bien saisi le raffinement de ce film. Il a répondu, vous êtes Perceval ? Je suis Perceval. C'est là que je me suis dit, c'est le début en fait dans ma tête de la naissance de mon premier spectacle. Je me suis dit en fait les gens peuvent rire avec la culture. Et donc je sens cet inspire dans ton premier spectacle Ad Vitam. C'est le deuxième Ad Vitam. C'est celui de maintenant. C'est une œuvre d'art. Mais je pense que je tire l'inspi. Moi j'ai Lucchini, j'ai Jean-Jacques Vanier que je conseille à tous les gens qui aiment le seul en scène de voir. J'ai plus jeune, j'avais Elie Kakou en tant que gosse qui faisait des trucs que je sais pas faire, c'est du perso, du machin, mais il me faisait énormément rire. Et Philippe Cobert, qui pour moi est une ref absolue de seul en scène. J'ai un chat dans la gorge. Chassez-le fort. Miaou. Non, silence dans la classe, allons-y fort, allons-y. Donc, la Sibérie qui est une terre extrêmement étendue dans tous les sens du terme, mais également de sa longueur, comme d'ailleurs de sa largeur, présente une somme de particularités incalculables. Mais dans tout ça, mes rêves plus, comment dire, grand public, je suis désolé de le dire, mais à l'époque, Bigard était le patron du game et faisait beaucoup rire les gens. Palmade que j'ai rencontré récemment, Robin, Tipsit qui commençait à arriver, tous ces gens qui font rire tac tac métronomiquement. Et donc en essayant de prendre de l'intelligence chez Lucchini, après Gad, et l'efficacité des stand-uppers, j'ai essayé de faire un espèce de mix où le public de l'un peut quand même m'aimer et le public de l'autre aussi, quoi. Je pense que le public de Bigard, s'il se perd dans ma salle, va pas passer une mauvaise soirée en vrai. Non, parce qu'il y a un truc aussi dans le premier spectacle que tu as l'impression que tu rassembles un peu les générations. J'essaye. Parce que tu vas mettre, tu te sers d'un vidéoprojecteur ou tu vas mettre une œuvre d'art, mais l'œuvre d'art elle est tellement datée et tellement intemporelle qu'au final ça rassemble tout le monde, quoi. Vu que ça soit le grand-père ou l'enfant, il ne connaît pas vraiment cette œuvre d'art. Ah oui, ça, mais ce qui est important c'est que personne ne se sente exclu. Et donc j'aime bien l'idée que la culture de toute façon et les rêves, chacun a sa limite. De toute façon, plus t'en as, plus tu te dis mais il m'en manque. Donc à un moment il faut que tu puisses juste l'expliquer et donner ta ref en plus à celui qui en a une autre. S'il l'a, c'est tant mieux, il va se marrer différemment, mais s'il l'a pas, il faut qu'il puisse avoir les clés de piger, quoi. Et toi tu donnes les clés en même temps. C'était mon problème au tout début, c'est que parfois au tout début les gens trouvaient que j'étais arrogant sur scène parce que genre je sais des choses et on va rire avec des choses que je sais. Et petit à petit j'ai réussi avec ma metteur en scène Stéphanie Bataille, avec sans doute l'expérience et puis peut-être j'étais moins angoissé à ce que j'étais, de passer de je sais à je vais vous expliquer et regardez. Oui. Et ça, du coup, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui vient pas avec toi. Ça me fait penser un peu au tout début des sketchs de Astier sur scène. Peut-être, on m'a un peu comparé aussi parfois, mais je suis flatté. Mais c'est pas à 100% une ref. En fait, peut-être tu vois ce sketch où il fait du clavecin, où il parle de Bach. Oui, moi je même celui d'avant de la physique quantique. Exceptionnel. Ouais, référence absolue, celui-là. J'adore. Très très fort. Et je crois que je l'ai vu un peu après mes débuts. La scène, le pupitre, nous-mêmes. Mademoiselle, s'il vous plaît, venez voir. On improvise. Hein. Moi ? Oui, venez voir 2 secondes. Voilà, votre prénom, s'il vous plaît. Pardon ? Stéphanie. Stéphanie, excusez-moi. Stéphanie est limitée. Dans l'espace. Dans l'espace. Si, dans l'espace, vous êtes limité. Non, mais si, je vous assure, il n'y a pas de bas. Si vous êtes limité, vous ne vous propagez pas. Vous ne vous propagez pas.
Vous n'êtes pas sans arrêt en train de... Je vous ai jamais vu, vous spécialement, vous. Non, vous êtes limité. Voilà. Dans l'espace, hein, attention. Et pas dans l'espace. Pas dans l'espace, non. Honnêtement, il n'y a pas de danger. Là, on est... Donc là, après, peut-être il m'a un poil influencé. Et celui sur le clavecin, il le fait à Montreux, le jour où je fais les cymbales à Montreux. Donc si tu veux, on me dit, il y a un autre sketch sur la musique classique, je dis, ah bon, c'est Alexandre Astier, je dis, trop bien. Et en fait, on a marché tous les deux, c'était cool, et moi j'étais hyper fier d'être dans ce gars-là, j'étais vraiment tout débutant, c'était 2010 je crois. Et lui était déjà existant, et en fait en Belgique on n'a pas M6, donc Kaamelott je l'ai pas beaucoup vu. D'accord. Donc c'est pas une ref, Non, c'est devenu après. Mais c'est sur le parcours notamment, quand tu disais, peut-être qu'au début on le pensait un peu, entre guillemets, arrogant avec cette culture, tu sais, qui vient comme ça, et après finalement c'est devenu populaire un peu plus, tu vois. Et moi ça me fait penser un peu ce que tu disais mais tout à l'heure. ça, je pense, si les gens ils cherchent à être populaires très vite, je donnerai pas de nom, mais tu en as qui ont peut-être pas eu de chance d'être connus très populaires sur un truc. Bon, pour la génération d'après, on va prendre Michel Leb. C'est-à-dire qu'il fait la machine à écrire dans une émission de télé et poum, ça cartonne. Alors il y avait 3 chaînes, donc il y a 7 millions de gens ou 8 millions de gens qui le voient un soir et qui se disent putain c'est marrant. Et boum, il devient le nouveau comique. Et on a besoin toujours des comiques, donc à un moment on lasse, donc il en faut d'autres. Aujourd'hui ça va plus vite pour certains qui font 1 ou 2 trucs, et poum, ça explose. Ça va plus vite mais aussi dans l'autre sens. Et à mon avis c'est ça le danger. Et c'est là où si tu as un style que tu prends le temps d'installer ou que tu installes, bah à force. Exactement, à un moment, je sais pas si t'es pérenne, mais au moins les gens ils savent ce qu'ils vont voir et ils vont y adhérer petit à petit. Et ça va pas être du jour au lendemain. Et je sais que moi, tous les jours, je gagne des gens. Peut-être des gens qui achètent 4 billets pour venir avec un couple d'amis, d'amis qui me connaît pas. Et la fois d'après, voilà. Ça marche sur la durée parce que t'as joué 10 ans ton spectacle. Et à chaque fois, ça venait. À chaque fois, la salle s'est agrandie, mais c'est rigolo parce que hier, par exemple, je fais le Femina, qui est une grande salle de Bordeaux qui fait 1000 places. Je le fais pour ce nouveau spectacle après 1 an d'exploitation. Pour le premier, quand j'étais inconnu, que je partais de zéro, avant d'arriver au Femina, il m'a fallu 7 ans d'exploitation. Wow. Donc, si tu veux, tu gagnes, c'est cette année-là. Donc, a priori, je vais en faire que 3 cette fois-ci. On revient aux heures de vol. Hein. Oui, et puis la notoriété. Ouais, à ce moment-là, les gens, ils savent qu'ils viennent voir. Peut-être les heures de vol du premier spectacle fait qu'ils ont aimé et ils ont passé une bonne soirée, ils s'en souviennent. Et ils vont revenir. Oui, aussi. Et puis ceux que tu gagnes, là j'ai accepté cette année Télématin. Télématin, c'est quand même aussi un endroit où les gens ils viennent me récupérer. La télé, en termes de notoriété, ça donne un boost, j'imagine. Ouais, alors après, il faut voir entre les mecs qui te reconnaissent dans la gare et qui te font coucou parce que je me réveille avec vous le matin, et ceux qui achètent un billet pour venir te voir. Il y a un gap aussi. Il faut quand même encore passer ça. Bien sûr. Donc, Et ça a été quoi le déclic pour passer de ton premier spectacle au deuxième? La pression. Alors, on te disait, ça serait peut-être temps que... C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on a décidé avec le producteur qui m'a dit, j'ai changé de producteur pendant le spectacle, et puis il m'a dit, non, je crois qu'on peut encore faire des grandes salles en France. Et puis ça nous permettra de commencer sur des bases saines la suite. J'ai dit ok. Et donc on a fait l'Olympia. Et donc à ce moment-là, tu estimes que bon, on n'ira pas au Zénith avec ce spectacle. Hein, et c'était bien l'Olympia. Et j'ai fait l'équivalent de l'Olympia à Bruxelles, à Liège et à Mons en Belgique. Et on a clôturé là-dessus. Et à ce moment-là, on a enterré ce spectacle qui, je l'utilise vraiment. Il est rangé, les cymbales, si je les retrouverai, je crois, mais elles sont rangées. Et donc à ce moment-là, je me dis ok, on repart à zéro, quoi. Mais j'avais déjà quelques trucs en boutique, je savais que je voulais parler de cette thématique de la mort et tout. Mais après, c'est compliqué, hein. C'est comme le deuxième album, c'est comme si vous avez énormément de succès avec un premier podcast, va falloir retrouver une bonne idée pour le deuxième. C'est vrai aussi, parce c'est que vrai voilà. aussi. C'est peut-être même plus dur finalement de faire le deuxième. Ce qui est plus dur, c'est que tu es attendu. Donc tu te mets un poil la pression. Les gens aussi, ils ont un référent. C'est-à-dire qu'ils ont bien aimé le premier, ils se sont dit c'est bien. Et donc ils veulent. Alors c'est là l'ambiguïté, c'est qu'ils veulent à peu près les choses qui leur ont plu dans le premier, mais ils veulent quand même être très surpris. Et donc autant dire que ça ne veut pas dire la même chose. Et ben ça je l'ai enlevé. Ouais. À la fin du premier, je mettais des brèves, parce que j'en fais beaucoup à la radio. Ici, il y en a 3 qui traînent parce que ça fait avancer le truc. C'est 3 articles de presse, vraiment, c'est tout. 2, peut-être, si je compte bien. Sinon, vraiment, j'ai décidé de ne plus en mettre. En revanche, je crois que je fais 2-3 refs à France Inter, je fais 2-3 refs à l'actualité. Mais il n'y a personne qui se sent arnaqué. Ouais, dis pas c'est quelque chose qu'on peut entendre le matin ou quoi. Ils savent non, que c'est. Mais c'est souvent ça aussi le problème avec. Thomas te le dira peut-être, Nicole Ferroni vous le dira encore mieux.
Nicole, elle faisait des trucs très militants sur la radio et tout. Et en fait, elle faisait des persos très cool et festifs sur scène. Donc les gens qui voulaient voir la Nicole Ferroni véhémente, dire du mal du gouvernement, étaient un petit peu surpris et déçus quand ils venaient la voir. Alors qu'elle faisait du super taf. Et donc, elle a arrêté la scène, elle s'est dit, je vais me reconcentrer, je vais réécrire un spectacle qui correspond à ce que je suis peut-être aujourd'hui. Là où j'ai l'impression que moi, c'est un peu un prolongement, c'est pas tout à fait la même chose, mais personne me dit, je préfère en radio, donc ça c'est chouette. Ouais. Mais donc, t'écris des chroniques pour la radio, pour la télé, des sketchs, etc. T'as des co-auteurs. Ouais. Peut-on peut leur faire un big up, je sais pas. Je le fais souvent. Non, gros big up. Le spectacle, alors j'aime bien le mot co-auteur, parce que sinon les gens pensent que j'ai des auteurs, et que je me réveille tard le matin et que j'ouvre une grande enveloppe et que je la lis. Les gars, ouais, c'est ça. Pour le spectacle, j'ai continué à le faire moi-même parce que je pense que c'est l'essence de ce que je fais. Et j'ai écrit un premier jet tout seul que j'ai envoyé et ils ont pimpé. Je dirais qu'il y a une dizaine, quinzaine de vannes à eux qu'ils ont ajouté. Je me suis dit, putain, ça c'est très marrant, il n'y a pas de raison que je m'en passe. En revanche, la radio et la télé, c'est dans un autre ordre. Je réfléchis le sujet, je leur dis demain on parle des trottinettes dans Paris du fait qu'on a vu Éric Zemmour sur une trottinette et ils partent sur les trucs, ils m'envoient plein d'idées, plein de blagues et après c'est moi qui fais la recette complète. Mais sans leur boulot, je pourrais pas travailler autant et aussi bien. Donc ça voilà. Mais voilà, big up évidemment. Donc là pour les Molières, je vais les remettre au boulot, on va réfléchir ensemble. Et je les cite tout le temps et j'essaye, quand il y a une photo à la fin des Molières, je fais une photo avec eux, tout ça, et je les cache pas du tout, quoi. Ah non, du tout. Au point que parfois certains me disent vous écrivez pas tout. Je dis putain, si vous saviez le temps que je passe dans mon ordi. Mais bon, en vrai, c'est pas grave. Je veux qu'ils existent parce que je veux le dire. Il y en a 6 à qui j'envoie le truc. Parfois, ils sont pas dispo. Parfois, voilà. Et donc ça, c'est pas grave. Et je sais qu'il y en a toujours 2-3. Après, c'est des gens que j'ai glanés. Souvent, les gens ils m'appellent pour me dire tu ne cherches pas un co-auteur. Je dis en fait, je les cherche pas, je les trouve. Et c'est des gens avec qui j'ai grandi au fur et à mesure, qui sont ajoutés à l'équipe, dont j'ai aimé le travail par-ci par-là. Et donc, quand on m'envoie des chroniques, quand on m'envoie des demandes de boulot, je dis toujours les gars, j'en reçois trop, donc je dis je ne veux pas le lire. Je peux comprendre que ça peut sembler vexant ou attristant. Je dis mais de toute façon, je vais rien pouvoir faire. Parce que soit je vais trouver que c'est bien et je peux quand même rien faire parce que j'ai une équipe et elle va bien, soit je vais trouver que c'est pas bien et je vais pas vous le dire. Parce que je pense que moi aussi, pour reprendre l'anecdote du début, on m'avait dit que c'était pas bien au début. Et franchement, il faut pas écouter les gens qui disent c'est pas bien, il faut faire ton travail, il faut continuer à faire ce métier. Donc dans tous les cas, je vais vous dire c'est super, continue. donc je commence par là en disant écoute, je vais pas le lire, mais c'est super, continue. Et qui suis-je pour avoir un avis important? Il y avait cette anecdote sur les Molières où pour la première fois, quand la première fois on te l'a proposé, en 2019 si je ne me trompe pas, t'avais refusé dans un premier temps parce que t'avais beaucoup de taf, etc. Et justement avec les co-auteurs, la discussion de ça, tu te dis bon allez go quand même en fait au final. Cette fois-ci du coup, déjà est-ce que c'est vrai cette anecdote, c'est comme ça que ça s'est passé à peu près? C'est pas loin, c'est-à-dire qu'on sort des Magritte, qui est une grande cérémonie belge, l'équivalent des Césars, et on avait beaucoup bossé. Et on avait été hyper encensé par la critique belge qui disait quelle belle soirée. C'était drôle, on a passé un bon moment et je me dis putain cool, un jour on me proposera une grosse cérémonie française. Tu veux pas venir au César là du coup On l'a pas encore proposé. Moi je te propose. Écoute, appelle Bolloré, dis-lui que t'as le right man for the right place. Et je me dis on me proposera un jour, une Molière que j'aime bien évidemment. Est-ce qu'on me le propose pas un mois et demi après? Putain incroyable. Pour dans un mois et demi. Je dis non, c'est pas possible, qu'on avait tellement travaillé sur les Magritte et tout, et en plus on sortait les soirées et tout, je dis pas possible. Et je dis non. Et on me dit, réfléchis un peu, je dis non, mais je veux pas mal le faire quoi, parce que c'est une vraie quand même chance pour les autres. Et je rentre chez moi et je regarde mon agenda. Et je vois, à un moment, il y a écrit semaine en Italie.
Et je dis, je vais pas pouvoir passer une semaine en Italie à regarder la mer avec mes pieds en éventail en me disant que j'aurais pu présenter les Molières. Quoi. C'est un truc, si on m'avait dit ça il y a 10 ans quand je suis arrivé à Florent, je présenterais les Molières. Alors rien que pour ça, je me suis dit, tu sais quoi, bon. Alors j'ai rappelé, j'ai dit, si vous trouvez un appart pour mes co-auteurs pendant une semaine à Paris, on le fait. Et ils ont dit oui. Et donc les co-auteurs sont venus, c'était super, on a bossé comme des chiens aussi. Et ça s'est très bien passé, j'étais très content. Et donc ça, c'est super souvenir. Et donc cette fois-ci, je suis un peu plus détendu. Ouais. La date me convient, c'est un peu plus en amont, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Je trouve que les quelques dernières cérémonies sont parfois un peu... Ça a été difficile pour les maîtres de cérémonie, notamment les Césars, pour certaines bonnes raisons. Donc je me dis, il y a peut-être moyen de faire une soirée un peu joyeuse et sympathique autour de Molière. En plus c'est une année formidable parce que c'est les 400 ans de sa naissance. C'est vrai. Donc il y a... Voilà, je me voyais pas refuser, et puis j'ai tout accepté, et puis on a réfléchi un peu à comment faire, est-ce qu'il faut être un duo, est-ce que pas, et là j'ai laissé la chaîne, les organisateurs, moi tu vois, j'étais potentiellement prêt. Et puis ils m'ont dit, mais tu sais quoi, en fait, on va te faire confiance, donc je pense que j'aurai des belles personnes autour de moi pour remettre les... Génial, les remettants, ouais. Les prix, donc ça, voilà, les réunions n'ont pas été faites, en fait, je l'ai appris moi-même la semaine dernière. Donc, ouais, tu l'as appris 3 jours avant que ça tombe dans les médias, quoi. Je l'ai appris par les médias 10 minutes après que ça tombe dans les médias. Ah putain, incroyable. Je vais te raconter l'anecdote. Il y a plusieurs personnes qui doivent décider, dont Jean-Marc Dumontet, et qui est un peu occupé, je crois, ces temps-ci. Et donc l'organisateur des Molières me dit la chaîne est ok, machin, donc ça va le faire. Je voudrais juste avoir la confirmation de Jean-Marc. J'ai dit super. Donc le lendemain, je lui ai écrit, je dis alors, est-ce que tu as eu Jean-Marc? Il me dit écoute, c'est bon, mais je le vois dans 2 jours. Je dis bon, ok, bah, pour moi, sinon... Et juste, je raccroche, je vois un numéro que je connais pas, et c'est rare que je réponde. Je dis bon, c'est quoi? Et c'est un journaliste du Parisien qui me dit écoutez, je viens d'annoncer donc que vous allez présenter Molière. Je me dis il bluffe, tu vois. Il bluffe, et je lui dis mais sans vraiment du coup me griller, je lui dis c'est pas fait. Enfin, je veux dire, c'est bien avancé, mais c'est pas fait. Vous dire, ouais. Et il dit ah bah, du coup je suis foutu parce que c'est sorti quoi. Je l'ai annoncé. Vous avez qu'à demander plus d'argent. Mais maintenant que vous avez un pied dedans, je dis écoutez, bon bah peut-être tout ça c'est plus que moi. Il me dit je viens d'avoir le gars. Je dis bon si vous avez eu le gars. Et donc apparemment c'était fait. Donc ouais, je l'ai appris après. Une vraie partie de poker. Ouais, même pas. J'étais le dernier prévenu, mais bon j'avais dit oui. Et donc voilà, c'était rigolo en fait. Mais donc du coup j'ai vite appelé les quelques personnes que j'estime doivent être prévenues avant que ça sorte dans les médias. Oui. Et puis c'était parti quoi. Ouais, drôle de métier quand même, hein. Tu sais les choses par peu après les gens. Et pour revenir sur tes chroniques radio, est-ce qu'il y a un côté frustrant dans le fait d'écrire une chronique en se disant ah c'est une blague, on aurait peut-être pu aller plus loin, ou au contraire est-ce que des fois ça te donne des pistes pour personnellement ton spectacle C'est assez rare. C'est assez rare que je puisse faire des passerelles en récupérant des vannes. Ça arrivait hein. Le truc, c'est que quand tu es sur scène, c'est des gens qui payent pour venir te voir. Donc ils viennent, tu les accueilles chez toi, dans ton salon, dans la salle de spectacle. Donc tu peux aller où tu veux parce que tu es chez toi. Avec la radio et la télé, tu rentres chez eux. Et donc tu peux pas te comporter totalement de la même façon. T'enlèves les chaussures un peu, si on te le demande. Et donc, et puis tout le monde n'a pas tu rentres dans tous les salons en même temps, donc tout le monde n'a pas le même rapport à ça. Et donc je réfléchis un tout petit peu, parfois différemment, à me dire bah voilà comment tu reçois, si t'allumes, que tu connais pas, que tu m'aimes pas, que je parle de tel sujet, comment potentiellement c'est reçu. Ça veut pas dire que je me censure, ça veut dire que j'essaye de voir pour justement faire adhérer tout le monde au projet. Donc je peux pas dire que j'écris à 100% de manière différente la scène ou la radio, je peux pas dire que j'écris à 100% de la même façon. Et t'as pas la même attente. J'ai pas la même attente et surtout, il n'y a pas le même plaisir où tu te dis sur scène j'essaye ça, demain j'essayerai autre chose. Et tu vois, tu peux vraiment faire de la dentelle sur tes temps, sur tes chutes, sur la longueur de ta phrase, sur l'agencement. En radio c'est one shot. Tu tires et tu tapes dedans ou tu tapes à côté et c'est pas très grave, mais faut pas trop taper à côté. Mais donc ces 2 exercices assez sympas. Pour revenir sur les grosses têtes avec lesquelles on a ouvert, il y a beaucoup d'impro chez eux. Donc là aussi, comme c'est enregistré, il peut faire des coupes. Nous, on est en direct. Et donc, il y a beaucoup d'écrits. Donc, c'est pas totalement... alors, on improvise un peu entre et on rigole entre nous. Mais au moment où le mec fait son papier, c'est écrit de A à Z. Et donc, là, bon, bah, t'espères que tu l'as tourné de la meilleure façon, quoi.
Et tu parlais des réactions, et même quand tu as commencé en Belgique, tu disais que vous recevez des insultes. J'imagine qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut aller encore plus vite. Comment est-ce que ça te touche déjà? Ouais, bien sûr. Et comment tu fais pour aborder ça? J'ai raconté ça hier à certaines personnes qui étaient, tu vois, pour être tout à fait franc, j'en parlais avec Philippe Poutou. J'étais à Bordeaux. Crossover. Ouais, et c'est marrant, non, parce que en fait, eux encore plus que nous, quoi. Les politiques, les gens, ils estiment que c'est des punching balls, et je suis bien placé pour le savoir. Donc, parce que moi-même, j'estime aussi que si tu as la prétention de diriger la France, tu peux à un moment encaisser qu'on te mette devant tes contradictions. Et lui, il me disait que quand les gens étaient insultants, il les bloquait sur Twitter. Et je lui dis, en fait, et il me dit, ils viennent pas chier dans mon jardin, et c'est pas grave, je les bloque, parce que effectivement, il y a un impact émotionnel. T'as pas envie, même si quelqu'un qui pense pas du tout comme toi, ça te fait chier que. Alors, sans compter les menaces de mort, mais bon, ça va, je suis plus ou moins protégé, mais je pense que. Bon, Charline, elle en a eu, et moi, j'ai des rentes dans ton pays d'une véhémence. Tu sais, les petits profils avec le drapeau français là, on les connaît. Tu vois, on les connaît. Bon. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne les bloque pas, je les masque. Donc, donc, ils peuvent continuer à voir ce que je fais, à m'insulter allègrement en dessous de mes publications, mais moi, ils ne rentrent plus dans ma vie. Et ça, bon Dieu, qu'est-ce que c'est joyeux. Et ça, voilà. Masquer Donc, les gens. un par un, je les masque. S'ils sont insultants, s'ils m'aiment pas, franchement, c'est pas grave. Hein. Franchement, il y a d'autres humoristes et ils peuvent aimer d'autres gens, mais de là, tu vois. Oui, parce que. Et je crois, ils se rendent pas toujours compte qu'en fait, on les lit, quoi. Pas toujours, pas tous, mais moi j'essaye de lire, et donc quand je lis un truc, je trouve ça touchant. Tu peux avoir 100 commentaires positifs, mais t'en as un négatif. Alors ça, j'ai appris à faire le tri, parce que ça, je préfère me dire, voilà, il y en a un qui a mal reçu, je vais pas bloquer dessus. Mais parfois, même le mec qui te dit, vous étiez un peu fatigué aujourd'hui. Tu te dis, putain, bon, après, en vrai. Si tu vas chez le boucher qui te donne un mauvais morceau, la fois d'après, tu lui dis, donc la dernière fois, il y avait beaucoup de nerfs dedans, quoi, tu vois. Mais bon, toi. C'est un peu comme le syndrome du siège vide pour un humoriste, justement. La salle est beau être pleine, s'il y a un siège vide, généralement, il se focalise dessus. Alors, moi, j'ai une technique, pas une technique, mais c'est une espèce de. Je suis quelqu'un de positif. Donc, l'humoriste qui te dit, en fait, tout le monde rit sauf un, et moi, je joue pour lui, pour qu'il rit. Et donc, c'est frustrant. Parce que s'il rit jamais, et puis parfois c'est ce mec-là qui vient t'attendre à la sortie pour te dire qu'il a passé une soirée exceptionnelle. Donc faut quand même se méfier de ça. Et moi je fais l'inverse. S'il rit pas, je le regarde plus, j'oublie et je fais rire les autres. Parce que les autres qui sont avec moi, ils me donnent une belle énergie. Donc je prends cette énergie-là, et très souvent, celui qui rigole pas, il vient avec un moment, tu vois. Et à un moment, il se laisse emporter par le plaisir collectif. Mais si tu te focalises sur lui, c'est dur, quoi. Parce que tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Alors je dis pas que de temps en temps, je jette pas un petit regard pour voir si ça évolue. mais c'est un peu d'énergie aussi. C'est plus la même dynamique si on se concentre sur les gens qui rigolent que sur. Ah bah oui, c'est donc du coup, et c'est pour ça que moi je veux enlever de mes réseaux les gens qui me donnent une espèce d'énergie négative, quoi. Et toi, par exemple, comme ça fait quand même, en tout cas pour Page Jupiter, depuis 2014 que vous avez commencé. C'est la 8e année. Oui, donc ça doit être vrai. C'est ça. T'as vu une évolution des réactions qui sont soit peut-être plus nombreuses, plus véhémentes, ou avec l'évolution ça va. Celle de l'après-midi, ça va. On est un peu plus exposé sur celle du matin. Parce que, je sais pas, les gens sont plus tendus, je passais le matin. Ouais, je peux dire ça, non mais c'est vrai. Et en plus, on sort rarement des morceaux. Donc on essaye d'éviter de titiller les gens, tu vois, sur les réseaux, parce qu'on pourrait sortir un morceau avec un titre, parfois un peu... accrocheur. Ouais, et donc là, boum, ça part en sucette, les gens sont à lire que le titre. Donc voilà, ça on évite, et donc en vrai ça va. Ce qui a été très surprenant pour nous, c'est le défoulement de gens qui nous adorent quand on a annoncé qu'on arrêtait. Parce qu'on avait fait une petite blague parce qu'on changeait le titre, donc on a annoncé qu'on arrêtait Si tu écoutes J'annule tout. Et on comptait annoncer 1 ou 2 jours après qu'on continuait par Jupiter.
Et en fait, il y a eu déferlement, la presse a repris, ils arrêtent, nous, déferlement de gens, on vous aime, qu'est-ce qu'on va faire sans vous, tout. Mais souvent même des gens qui, je pense, n'écrivent jamais. Et qui là avaient envie de te dire que... Et ça, c'était, waouh, super, Un beau touchant. truc de soutien. Et donc tu dis, en fait, oui, là, en fait, il faut quand même pas oublier que les réseaux, c'est vraiment l'écume. Hein. Il faut pas oublier la vague de gens qui t'aiment beaucoup. Ça peut et être tout bien comme tout. Enfin, ça va très vite, c'est ce qu'on disait tout à oui, l'heure. mais il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas. Je pense que si c'est 15% de la population, Twitter. C'est ça, je crois, bien hein. sûr. Il en reste 85% relativiser de ça, gens ouais, qui en c'est fait clair. peut-être t'aiment bien. Et moi, les gens, ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent. Parce que les gens, Télématin par exemple, l'émission a beaucoup changé cette année. Et donc nous, on était un peu le symbole de ça, parce que Christine Béroux et moi, on est arrivés, on était les nouveaux, et il n'y avait pas d'humour avant. Donc on s'est fait insulter par tous les fans de Télématin, ancienne version, tu vois. L'émission, elle est C'était nulle. mieux avant. Et les deux comiques, même pas drôles, fait rire que vous et tout. Et en fait, chaque fois, les gens, ils m'arrêtent dans la rue pour me parler de Télématin. Ils me disent, ah putain, on rigole bien et tout, merci. Franchement, et je pense que eux, ça leur vient pas du tout à l'idée de nous écrire un mot pour nous dire qu'ils nous aiment bien en fait. Et ça semble normal, ils nous regardent, ils sont contents. Et d'ailleurs, au bout de 8 ans par Jupiter, est-ce que vous arrivez à vous renouveler comment se passe la cohabitation? Ça, c'est entre nous tous. Ouais. Ah oui. On arrive à se faire rire encore beaucoup. Ouais. Ça, en fait, c'est ce qui nous tient. Hein, parce que pour finir, on a tous un peu des envies d'ailleurs, de peut-être, tu vois, la présidentielle va amener, ça va être le bout des choses, quoi, tu vois. Donc on se dit, voilà, mais ce qui nous tient, c'est le plaisir de rigoler ensemble, quoi. Vous amusez. Ouais. Et là, avec Pasturo, la pastèque, je sors fatigué. De rire. Je te jure. On est à deux, on dit des conneries pendant 1h40, c'est long, tu vois. C'est ce qu'on fait là d'ailleurs. Et comme on rit, le but c'est de faire rire son copain, franchement, c'est vraiment une énergie très chouette, mais là c'est fatigant presque. Et moi j'ai une question sur par exemple le choix des invités. Est-ce qu'on vous donne une liste d'invités ou est-ce que vous avez la totale transparence sur ce qui vous voulez inviter? Alors on l'a, et c'est Charline qui l'a. Parce que il y a quelques temps c'était un peu compliqué, parce que je quittais un peu l'émission aussi, un jour par-ci, un jour par-là. Et à un moment je lui ai dit, écoute, je pense que c'est mieux que je ne sois plus coproducteur. Parce que toi tu es au front tout le temps, tu prends les décisions. Je peux être totalement consultatif, c'est-à-dire tu me demandes mon avis sur ce que tu veux. Mais on va partir du principe que je vais plutôt le donner comme ça, parce que tu mènes le truc. Enfin, si un jour on doit se parler, on se parle. Hein, mais... Et depuis, c'est beaucoup plus clair. Et c'est elle le chef. Et donc, même quand j'ai, moi, quelqu'un que j'ai envie d'inviter, soit un pote, soit un mec que j'ai rencontré, soit un film que j'ai vu, je le mets dans la boîte à idées. Et c'est tranché par Charline et son rédac chef. Et franchement, si vraiment la direction veut nous proposer quelqu'un, elle le fait pareil. Dans la boîte, et pareil. il rentre dans la boîte. Ok, d'accord. Et donc on ne nous impose rien du tout. Alors après, il y a des petites contraintes de il faut pas que l'invité soit 4 fois sur Inter la même semaine ou des trucs comme ça. Bon, ça c'est juste pour. Après ça joue entre rédactions, j'imagine. C'est ça, il y a un truc qui s'appelle la réunion de doublons. Et donc tous les mecs de chaque émission se réunissent et disent nous on a celui-là. Si t'as celui-là, bon après on tranche. Quand Augustin veut quelqu'un, c'est lui en premier, parce que c'est aussi l'artiste peut parler 40 minutes seul avec Augustin, c'est mieux pour lui, donc on le laisse là. Et alors on dit la prochaine fois qu'il y a un film, tu le prends plus et tu nous le laisses. Vous en avez joué la semaine dernière. Vous en avez joué avec la semaine Fanny dernière Herro, avec Fanny Herro, parce que c'était un rigolo. truc France Inter. Et donc on en a rigolé parce que c'est vrai qu'elle était 3-4 fois sur l'antenne pendant la semaine. Ouais. C'était un partenariat inter. Ça arrive tellement peu souvent, mais on sait que l'auditeur est pas dupe, alors on préfère l'assumer. Rire de ça. Et dans les 4 émissions, on lui a demandé sans doute 4 trucs différents, tu vois. Mais, il y a des choses. Mais même elle, ça faisait marrer. Ce serait marrant de faire la même interview sur toutes les trucs. Ouais. Et petite question subsidiaire, ce serait quoi toi les invités comme ça de rêve, tes invités que tu aurais vraiment envie, que t'as pas eu? Imagine que tu parles toutes les langues. Ouais, alors j'ai commencé par Lucchini, que j'ai jamais rencontré en fait. Jamais. Et c'est vrai que en fait moi c'est le genre de mec pour qui je peux regarder l'émission, c'est-à-dire que s'il est l'invité je peux me dire je regarde. Dans la même veine, mais on l'a eu, c'est Edouard Baird ou François Damiens ou Benoît Poulvord, sont des gens que tu poses là et quelque part t'as pas envie de les interrompre, mais tu dois, parce que l'émission est à une durée, elle a des règles. Donc ça c'est quand même assez sympa.
Et si je pourrais parler toutes les langues, je dis pas que si Suzanne Sarandon passait, j'aimerais pas causer un peu avec elle. Après, Kim Jong-un, je pense, serait un bon invité, mais faut pas le faire en Corée du Nord, parce que je crois que je vais pas revenir. Bah, il y a des chances que tu... Donc, ouais, vraiment. C'est audacieux. Ouais. Bah, tu vois, quitte à prendre un risque. Non, après, moi, je suis pas féru non plus de gens qui vont venir contre leur gré, tu vois. En fait, et ni des gens que j'aime moins. Dans l'émission, on l'a fait 1 ou 2 fois en se disant bon bah voilà, peut-être c'est un bon client et tout, mais en fait on n'était pas très fan de ce qu'il faisait, on n'est pas très fan de ce qu'il est, et après on a arrêté ça. Pareil, ça reste dans la dynamique de si on aime bien la personne, ça donne une bonne émission parce que. Moi je pense ça, mais après c'est parce que tu fais du temps du tribunal des flagrants délires. Les invités savaient aussi que il y avait à avoir 2 chroniqueurs qui allaient un le défendre, l'autre l'enfoncer, même si au fond ils le descendaient tous les deux. Et c'était le jeu, le tir à l'arbalète. Dans notre émission, c'est pas trop le jeu, ils viennent un peu pour vendre leur promo, ils acceptent de jouer le jeu quand même, des questions sur l'actu et tout. Ouais, même des fois de faire une sorte de... C'est le mercredi par Jupi Classe. Alors ça, là, ils sont payés. Ils sont payés pour ça. Là, on y tient, parce que ils font un travail, ils proposent un film, et ils font une chronique autour d'un film qu'ils ont aimé, qu'ils ont envie de nous faire aimer. Et là, on ne reprend que les gens qu'on a aimés comme invités. Ouais, donc déjà. Mais après, ils ont envie de venir aussi, outre le fait qu'ils soient payés, j'imagine. Il n'y a pas de promo en plus. Tu vois, on parle un petit peu de ce qu'ils font, mais non, il faut qu'ils aient envie de venir. Et on a même des gens qui nous écrivent maintenant en disant j'ai entendu machin, si vous avez besoin de moi. Donc c'est plaisant, quoi. Tu vois. Et comme on disait en début d'émission, on reçoit aussi Thomas VDB. Ouais. Et on aimerait faire un petit crossover. Est-ce que tu voudrais lui poser une question ? N'importe laquelle. Lui poser une question à Thomas VDB. Et on lui transmettra son extrait. Ben moi, j'aime bien quand il est en duo, il me faisait beaucoup rire avec Mathieu. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat et avec Tom pour faire ce message... parce qu'il y a peu de saison, ma bonne dame. C'est vrai. Et avec Tom, on s'est dit pour faire ce Écoute, message... hier, ça s'est radouci. Et avec ça, une baguette bien moulée, s'il vous plaît. C'était dans les conversations dans la boulangerie. Et avec Tom, on s'est dit pour faire ce message, on va le faire en pleine nature. Alors, évidemment, si on exclut qu'il réponde moi, s'il pouvait reformer un duo avec quelqu'un, soit qui connaît, qu'il aime, ou soit qui s'il parlait toutes les langues, voilà, c'est ça. je veux bien qu'il me le dise. Ça m'amuserait. Okay. Et ben on lui transmettra ta question. Parce que c'est un excellent clown, c'est un excellent Auguste. Et Madénian était un très bon clown blanc, il le laissait vraiment faire le con autour. Et c'était super, parce que si tu lui donnes pas la place à Thomas, c'est con. Et il faut être élégant et intelligent pour la lui donner. Et en impro, il est très fort. En impro, il est très fort. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez écouté le podcast 100 VDB par minute. Il tenait un podcast. Il a invité quelqu'un et c'était une fausse interview. Je sais pas si c'était une fausse interview, mais. Je l'ai pas écouté, mais je vois les images. C'était sur Deezer, un truc comme ça. Ouais, c'était produit par Deezer Original et on sentait justement, on dirait qu'il peut faire des duos avec tout le monde. Peut-être. Je trouve ça assez fort de ce truc. Il s'adapte quoi. Ouais, il s'adapte très bien. Alors, justement, on parle de podcast. On t'a écouté sur différents podcasts. On a déjà fait quelques-uns. Ouais. Hormis celui-ci. T'aimes bien cet exercice? T'en penses quoi du coup? Si, j'aime bien. Nouveau format. J'aime bien parce que on est très détendu. Tu vois, là, on est dans un bar, on papote. Il y a une espèce de détente dans laquelle on doit quand même faire attention parce que on m'a ressorti en télé des trucs que je dis en podcast. Pour le coup, des trucs sympas. Je suis allé chez C'est à vous et j'avais dit, je sais plus dans quel podcast, que je voudrais bien vieillir comme Pierre Lescure. Et donc ils l'ont ressorti. Donc il faut pas penser que c'est pas écouté par notamment les gens qui font les fiches sur nous quand on est accueillis dans les émissions, ils écoutent. Okay. Bonjour à eux. On les embrasse, big up. Et donc ils savent qu'ils vont y trouver des choses un petit peu différentes de ce que on peut trouver aussi dans les interviews classiques. Donc j'essaye de faire ça avec sérieux, même si j'espère que je vous donne pas l'impression d'être en contrôle fric. Tu vois. Nous, c'est ce qu'on aime beaucoup aussi dans ce format, c'est le côté naturel en fait. Et on se rend compte qu'on sort très vite du format interview et on rentre plus dans un format de discussion. Et donc dans un truc de ref, nous ça nous correspond essentiellement. Mais du coup, est-ce que toi t'aimerais faire un podcast? Si on proposait de faire un podcast, est-ce que t'aimerais en faire un? On me l'a pas proposé et je sais pas si je ferais ça bien.
Mais, en soi... Après, je vous vois avec tous les trucs de technique et tout. Ouais, vraiment, ça sur l'USB, ouais, mais tu vois, tout ça m'angoisse un peu. Mais je pense effectivement que c'est pas ultra compliqué. Mais je vois tous mes petits amis humoristes en faire avec des angles différents. Là, j'ai Christine Béroux qui est venue chez moi où elle part d'un livre. Elle te demande de choisir un livre et en fait, le livre raconte quelque chose de toi, donc c'était intéressant. J'en avais fait un pour Verino, Fanny Ruet, elle avait commencé bien avant, elle avait senti le truc et je trouve que c'est très très... Souvent, on me dit que c'est ma meilleure interview, donc... Donc des gens qui doucent, ouais, vraiment très intéressant cette interview. Donc, tu vois, je me rends pas compte en fait quand je cause sur le moment. Mais après, c'est qu'elle elle arrive à m'amener à la frontière des trucs, tu vois, et c'est vrai que celle de Guise, chez elle aussi, est un peu dark, mais tu vois qu'ils sont sincères tous les deux, parce qu'évidemment le podcasteur est aussi important que le podcasté. C'est-à-dire que les gens aussi à un moment ils adhèrent à vous, et donc ils sont contents de me voir moi chez vous, parce que c'est vous qu'ils aiment bien au départ. Donc ouais, c'est ça. Mais non, je trouve ça assez chouette. Avec Guillaume là il en fait maintenant pour caster les ministres. Et on avait réfléchi, on avait une ou deux idées, mais... Peut-être un projet futur. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, il n'y a rien dans le pipeline. Là, si la presse me l'apprend, je dirais qu'on... quelqu'un qui va appeler. Bonjour, on part de zéro, ouais, tu vois. C'est ça. En parlant de projet futur, du coup, qu'est-ce que tu as le droit de nous dire alors sur le futur de... Je vais me mettre en veille. Je vais me mettre en veille un petit peu... J'accepte les dernières invitations que j'avais, on s'est reporté de longue date, donc merci à vous d'avoir été flexible. Pas de souci, merci. Avant de tout refuser jusqu'au Molière, tu vois, parce qu'il va falloir que je m'isole un peu. Les gens comprennent, hein, c'est pas très grave. Et après, je vais essayer de réorganiser un peu ma vie l'an prochain, parce que je trouve que je fais trop de choses, et en fait, au-delà, j'en ferai encore beaucoup, je pense. Mais je vais essayer de me laisser des plages un peu de réflexion, de liberté pour pouvoir avoir d'autres idées. Donc peut-être un petit peu moins de radio, un petit peu moins de télé, peut-être plus de trucs un peu originaux. On m'a demandé encore d'écrire, il y a un conte pour enfants qui va arriver j'espère, il y a un truc avec l'orchestre à Radio France, donc j'aime bien ces projets un petit peu... Le cinéma, ça t'intéresse ? Là, quand on m'appelle, j'y vais. J'ai encore dans les cartons parce qu'il est tourné, j'ai vu la projo, il m'a beaucoup fait rire et je pense que ça peut être un petit succès d'estime. C'est un premier film belge d'une réalisatrice. Quand j'ai dit succès d'estime, j'espère, comme c'est un petit budget et tout, je sais pas comment il va être exposé et tout, mais il est vraiment très marrant. Ça s'appelle L'Employé du mois. Et c'est dans une entreprise où il y a beaucoup de machos et il y a une employée qui n'est jamais élue employée du mois. Et à un moment, elle en a un peu marre. Et arrive une stagiaire. Et donc, du coup, elles sont deux. Et par malheur, elle tue le patron. Et elles se disent, tu sais quoi, foutu pour foutu, ils m'ont tous fait chier. Je vais tous les buter. J'aime bien le pitch. Et donc, ouais, c'est assez marrant. Et donc, on part de The Office et puis ça finit un peu en Thelma et Louise. Donc c'est assez rigolo. Okay. Vous voulez de la ref ? Ah ouais, on est bien. On arrive presque à la fin du podcast, on a l'habitude de finir aussi par les rêves du futur. C'est pour dire, est-ce que tu as quelque chose que tu te dis plus tard ça va être le futur ou c'est déjà le futur, que ça soit un humoriste, un chanteur. Voilà, ça je suis toujours fasciné par le travail de la postérité. Qui est toujours bien plus inspiré que nous et qui retient des trucs que sur le moment on se rend pas compte, que j'essaye au quotidien de me rendre compte que je vis des belles années et que je me dirai après putain je le savais, je vis des belles années. Alors évidemment j'essaye toujours de me dire que j'en vivrai des meilleurs encore, mais c'est vrai que les premiers trucs, là je parle uniquement pour moi, peut-être que quand l'émission va s'arrêter, dans 15 ans, les gens vont me dire en fait, vous nous avez marqué, vous avez donné envie de faire des choses. Pareil pour mon premier Olympia, j'espère, d'un coin de ma tête, je me souviendrai que ce jour-là, je ne l'ai pas raté. Comme les mecs qui disent, le mariage, en fait, je ne l'ai pas vu passer, c'est le plus beau jour de ma vie, mais en fait, tu ne le vois pas passer. Donc j'essaye de me dire, il se passe des belles choses et peut-être qu'on est en train de façonner pour nous nos rêves de demain. Alors pour ce qui est de ce que je vois aujourd'hui et qui devrait fonctionner, j'ai toujours un très mauvais flair.
très très mauvais. C'est-à-dire, mais par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est Fari. Alors prétentieux, oui. Je pense que j'ai des raisons. Mais il a mis ça en dessous d'une vidéo parce que je parlais de l'iPhone et moi je trouve que même si tu t'es pas iPhone, on te met forcément l'iPhone dans ta vie. D'accord ? Tous les ans c'est pareil, tous les ans il y a des grosses polémiques. Qu'est-ce qu'il va avoir cette année ? Qu'est-ce qu'il a en plus cette année ? Qu'est-ce qu'il a en plus cette année ? 350 € en plus, voilà ce qu'il a. Et tous les ans c'est pareil. Et tu sais, moi je suis contre ça et je sais que une année ils vont m'avoir. Je le sais. Ils vont avoir le bon argument et je vais me faire avoir, je sais. Une année, ils vont me dire, non, Fari, écoute-moi. Là, c'est pas 6, 7, 8, on n'est pas sur ça, là. Non. Là, c'est le X. C'est une lettre, Fari. On a retiré le bouton. Il n'y a pas de bouton. Oh, je vais faire un crédit. C'est ça qu'ils attendent de moi. T'imagines à quel point ils sont forts. Ils ont réussi à augmenter le prix en retirant quelque chose. J'espère que peut-être la postérité retiendra qu'il y a eu un moment Un après Fari. Peut-être. Et il y a une année où j'avais vu Fari, Gaspard Proust et Blanche et je me suis dit putain, grosse année quoi. Grosse année pour l'humour parce qu'ils étaient tous à leur top niveau. Et ben après il y en aura d'autres et puis voilà, mais donc du coup je sais pas ce que la après là c'est un peu la formule, mais c'est un petit peu ta recommandation culturelle entre guillemets en ce moment. Qu'est-ce que t'écoutes, c'est comme ça que tu veux le tourner. Qu'est-ce que j'écoute? Musique, j'achète tout ce qui est chansons françaises. Donc là récemment, Terre Noire, les petits jeunes de Saint-Etienne qui ont gagné la victoire de la musique. C'est beau, il y a de l'or dans les ombres. Je dissimule un peu trop mes côtés drama queen. Je fais comme tous les gars, je dis rien, je somatise. Vient le jour où la magie enfin me rejoint. La nuit rougit, c'est beau, c'est le matin. Et je rêve que tu sois heureuse, que tu vives heureuse. Noé Préchoff, j'aime beaucoup, c'est un Belge qui était à victoire l'année d'avant. Une autre Belge qui est Iliona, qui commence un peu à exister, qui a 2-3 chouettes chansons en piano-voix. Mais là aussi, tu vois, la courbe d'ascension, tu dis, si demain c'est Angèle Bis, je dirais je l'avais vu. Si demain elle disparaît, j'aurais l'air d'un con, tu vois. Oui, et alors toi tu coupes le bon truc et dans quelques années tu dirais quel visionnaire. Exactement. Et donc ouais, c'est assez fascinant ça. Donc j'essaie de jamais pronostiquer sur les gens parce que en plus il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Et ça t'assure tout l'humain quoi. Oui. Qu'est-ce que tu vois avec aujourd'hui qui aurait dit que Nicolas Hulot serait plus une ref? Et effectivement, à mon avis, là, ça va être plus compliqué pour lui, quoi. C'est pas trop le futur. Et non, mais je veux dire, même du coup, les gens auraient tendance à l'enlever dans les refs d'avant, quoi, tu vois. Et là, je t'ai cité des gens que j'aime beaucoup. S'il s'avère qu'à un moment, tu vois, pour X ou Y raison, et je trouve ça bien, qu'à un moment on dise, mais en fait, ça va, il n'y a pas de notion de pouvoir. Ces gens étaient des salauds, si c'est le cas. Donc là, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que du coup, t'oses jamais plus. Tu préfères avancer à pas feutrer, mais en tout cas sur l'artistique, tous les gens que j'ai cités, j'aime bien. C'est un rêve du moment en tout cas. Ouais, en musique, en théâtre, moi je vais beaucoup voir les jeunes. Je suis allé voir Cécile Marx il y a pas si longtemps, que j'aime beaucoup, qui fait du stand-up. Encore, tu vois le potentiel évolution, progrès. Tu vas dans les comédie clubs ? Ouais, j'aime bien. J'en possède un en partie à Bruxelles. Le Kings of Comedy à Bruxelles. T'as démarré, j'ai démarré là et en fait avec Guillermo on a des parts. Donc j'ai un œil là-dessus. J'aime beaucoup certains jeunes qui montent là. Et quand tu vois des générations, c'est toujours marrant de savoir celui qui va y aller. Quand tu regardais les Nous c'est nous, est-ce que tu pouvais être certain que c'était du Jardin qui allait sortir ? Peut-être pas. Enfin, après, Salomon a fait une belle carrière, tu vois, mais comment tu fais ? Est-ce que tu dis ce gars-là, il va prendre un Oscar en Et tu vois, et ça c'est fou, et ça c'est pour ça que je dis la postérité est beaucoup plus originale et beaucoup plus intelligente que moi.
Donc j'aime pas pronostiquer, mais... C'est une belle rêve du futur, la postérité. Ouais, c'est ça, finalement, c'est ça qu'on va retenir. Mais on refait le podcast dans 10 ans et on fait les rêves des 10 dernières années avec grand plaisir. Parce que moi, de toute façon, je trouve ça fondamental, les rêves. C'est-à-dire que Gaspard, que j'aime beaucoup, quand il dit qui c'est Pierre Desproges, parce que souvent on lui dit, on imagine que vous aimez Pierre Desproges, et il répond toujours qui c'est Pierre Desproges, je connais pas. Je vois ce qu'il veut dire, parce qu'il y en a peut-être marre qu'on le compare. Ah, j'ai écouté Barbara Pravi il y a pas si longtemps. C'est super. Qu'on compare beaucoup à Edith Piaf, alors que c'est plus proche de Barbara. Mais du coup, elle a accepté la ref et elle s'en fout. Gaspard, elle accepte pas. Je comprends. Mais moi, je pense qu'on est un espèce d'infusion de toutes nos rêves. Ouais, c'est un mélange de tout. Et qu'elles sont nécessaires, et des bonnes, des mauvaises. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les rêves, c'est qu'on va comparer telle personne à des personnes d'avant ou autres, mais ces personnes d'avant, on les a comparées à des personnes d'avant, etc. Et genre, il y a jamais, en fait, il y a pas de. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de début ni de fin. C'est que c'est une boucle temporelle, quoi. Et deux personnes peuvent s'inspirer mutuellement aussi, quoi. Et c'est ça qui est fort. Et t'as même des anti-rêves. C'est-à-dire qu'il y a des gens où tu dis ça, j'aimerais, il faut pas que je reste ça. Mais ça se construit. Mais ça reste bien sûr un rêve. Et ça fait partie de ton plat mijoté. Avec évidemment, il faut y mettre beaucoup du sien. On n'est pas que un effet d'influence. Mais ce que je dis aux gens qui démarrent, c'est je dis essayez. Moi, j'ai copié Lucchini un peu, vraiment. Et à force, je suis arrivé à être où j'étais. Ouais. Et en fait, c'est pas grave. Et dans mon Lucchini, il y avait sans doute un peu de Desproges, il y avait sans doute un peu d'Astier. C'est le même texte. Alors ça m'amuse encore. Il y a des gens qui m'écrivent pour me demander s'ils peuvent jouer sur scène un sketch. Je dis bon, si c'est bon, alors lui les plus jeunes parce qu'ils veulent le jouer à la fête de l'école et sur sa maman, on m'a envoyé une vidéo d'un gamin qui faisait les cymbales. Trop mignon. Donne de l'argent, mais trop mignon. Je fais cadeau. Mais bon, si quelqu'un voulait reprendre de A à Z mon texte et qu'il pense que ça peut fonctionner, bah oui, je suis très à cheval sur le droit d'auteur, donc j'aimerais bien qu'il me mentionne. C'est dommage. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, je suis évidemment flatté. Et ça, c'est autre chose que d'être une ref. Mais c'est arrivé il y a 3-4 ans. C'est Laura Lone qui est venue me dire je te regardais à la télé. Et comme je l'ai dit à Thomas VDB, c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'on est de la même génération. Mais à 4-5 ans de différence, en fait, je le regardais vraiment à la télé, à la radio, pour le coup. Et elle, sans doute, à 3-4 ans, elle m'a vu arriver avec la nouvelle génération de Belges. Et elle s'est dit, mais en fait, on peut y aller avec les Belges, quoi, tu vois. Et pas une seconde, quand tu entends Laura Lone, tu te dis qu'il y a énormément d'influence c'est vrai, potentiellement. Du tout, mais peut-être même juste l'idée que c'est possible. Ouais, l'idée de voir un jeune qui part de zéro. Ça part aussi de l'inspiration. C'est pas, tu te dis, tu peux t'identifier à des personnes qui disent, mais s'ils ont envie, ils ont envie, quoi. C'est ça. Et ça, c'est chouette, c'est rassurant. Et pour ça, les podcasts et les réseaux nous rapprochent, je pense. Claude François, à l'époque, ça semblait, à mon avis, pour le jeune qui démarrait, il devait y avoir un fossé. Aujourd'hui, il n'y a pas trop ça, c'est-à-dire qu'on est proche des gens, on leur répond sur les réseaux. Totalement, exactement. On se parle de manière. C'est ce truc de partage aussi. Ouais, et c'est tant mieux. Puis c'est l'époque qui veut ça, et puis moi, quand tu vois les images de Claude François qui n'arrive pas à sortir de chez lui parce que les filles dorment sur son palier, aujourd'hui, il y a moins ce rapport. Mais quand elle le voyait, elle s'évanouissait parce qu'elle a l'impression de voir un dieu. Ouais, c'est vrai. Il y a plus ça avec les stars américaines. J'ai très peu ça. Hein. C'est vrai, c'est ce que j'ai demandé. Peu d'évanouissement à répertorier. Après, je sais pas Claude François non plus, mais avec les stars américaines, oui, non, mais les stars pour parce qu'il y a certaine génération aussi. Enfin, c'est ça que je pense qui fait que on met quelqu'un sur une orbite. Il y a ça parfois un peu avec les footballeurs. Je crois que quand Messi est arrivé, il y avait genre Dieu est là, mais bon, tant mieux pour eux, ou tant pis parce que ça doit être chiant en fait. Donc, tu vois, après ici, les gens ils font coucou, je vous ai vu, je vous ai reconnu, je vous aime bien, c'est super, tu vois. Ça s'arrête là. Hein. Bon, on a presque fini avec les refs. On va bien finir par un petit jeu. Très rapide. Allez, joue. C'est quoi ta ref on va te dire un thème, il faut que ça vienne du tac au tac. Ok, putain, marrant ça. Par exemple, je te dis, c'est quoi ta ref en slogan politique bien naze? Ah bah, Jacques Séguéla, bien sûr. C'est quoi? Ah, il faut donner le... Tu peux même inventer un slogan politique. Ah non, Jacques Séguéla en avait lui-même. La force tranquille, je crois, c'est lui. Il est pas bien naze d'ailleurs, mais c'est quand même. Mais non, c'est la vie. Mais à l'époque, non, c'était. Donc il faut que ce soit bien naze. Non, pas forcément. Ah d'accord. C'est du tac au tac ce qui devient. Ouais, la force tranquille, ça nous va très bien. C'est parce que en fait,
En slogan politique, j'en ai pas. Je connais pas d'autres gens que ces gars-là, vraiment. Spin Doctor. C'est très bien, la force tranquille. Allez, alors le deuxième, c'est quoi ta ref en groupe de musique, tout simplement? Les musclés, bien sûr. Les musclés, j'ai rencontré Bernard Minet, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est quoi ta ref en spectacle hors humour? Joël Pomera. J'avais adoré sa façon de faire du théâtre, de proposer des choses. Je peux citer Alexis Michalik aussi, avec chacun ses préférences. Moi, c'était Edmond. Je trouvais que c'était un super hommage au théâtre et tout. Et voilà, non, j'aime bien aussi les choses qui sont pas des comédies. Et puis, non, là, c'est l'année Molière. Moi, je lui ai dit à Jacques Weber, le premier Molière, j'avais vu Tartuffe avec lui quand j'avais 12-13 ans. Pour aller chercher l'autographe, mais du coup c'était super. Voilà, c'est le genre de truc qui te donne envie aussi de faire ce métier, même si au fond je m'imagine pas jouer Molière aujourd'hui. C'est pas moi qu'on attend là et puis c'est pas grave. Mais non, c'est chouette. Ouais. Ok. À toi. En pire invité à avoir. Ça serait bien que je choisisse un mec mort comme ça, on évite les problèmes. C'est compliqué, parce que moi je suis plutôt. Sachant que tu voulais inviter Kim Jong-un. Ah, tu veux. Non, à la radio. Ou le meilleur à la fois, parce que Kim Jong-un c'est peut-être le meilleur à la fois. À la radio, je vais dire Emmanuelle Laborie, parce que c'est l'actrice muette. Du coup, c'est pas contre elle, mais à la radio, c'est Hoche. Ouais, mais il faut l'inviter. C'est comme il y aura un traducteur, comme quand t'es un Américain. Mais maintenant, il a vu que c'est filmé, ça passe. Ouais, mais bon, le mec dans sa bagnole, ça va être une longue émission. Bonjour, ça peut être très long. Et là, ça rigole, quoi. C'est quoi ta ref en destination pour des vacances post-Molière? Oh putain, je sais pas, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Ça fait très longtemps que je suis pas allé. J'ai envie d'arriver n'importe où, de louer une voiture et de rouler, et puis de voir ce pays que je connais pas bien. Et je me suis dit, il faudrait que je prenne un moment. Faut quand même prendre un mois, quoi. Donc là, ça fait longtemps que j'avais pu faire. J'avais fait post-Molière la dernière fois, le Japon, à peu près dans ce délire-là, et c'était super. Ouais, t'as aimé? Et ouais, j'ai aimé. Je suis parti avec 3 jours d'hôtel. Et un billet, je suis atterri à Osaka et je dis on verra, quoi. Et c'était cool, ouais, c'était cool. Okay. C'est quoi ta ref en bière pour mater un match d'Anderlecht? Jupiler, bien sûr. Ouais, ce serait de la masse. Je dirais rien. Et c'est quoi ta ref en film pour se remettre d'une défaite d'Anderlecht, du coup? Oh là là. Alors, je prends un rêve de film de. Comment il s'appelait ce film avec Stallone où il était gardien de but? Où il était gardien de but. Ouais. Super rêve de film un peu ringard d'une certaine époque. À nous la victoire, je crois. Stallone est gardien de but. Ça se passe pendant la guerre et ils doivent jouer contre les Allemands. Je veux voir ce film. Et mais tu vas pas être déçu parce que si t'aimes le foot, dans l'équipe, il y a Pelé. Et en fait, il y a que des stars du foot de l'époque. Je crois qu'il y a Bobby Robson, il y avait Paul Van Imst qui joue à Anderlecht. Et donc, en fait, c'est une équipe de mercenaires, de champions de foot, dont Stallone est gardien de but. C'est le meilleur pitch que j'ai entendu depuis. Et voilà, bonne rêve. Très fort. En instrument avant. Le kazoo. Le kazoo. Parce que je l'ai intégré à mon. Quand on joue le carnaval des animaux avec 2 pianos, je pratique un peu le kazoo. Je pratique. Ça sera le nom de l'interview. Je pratique le kazoo. Et voilà. J'ai mon petit niveau. Exactement. Je peux faire tu sais quoi ta ref en plante d'intérieur? Cactus. Et oui, parce que j'ai souvent trouvé que c'était beau, le cactus. Et donc, à ma première amoureuse, j'ai offert cactus et on s'est séparés peu de temps après et elle m'a demandé si c'était un signe avant-coureur, si elle aurait... Et je dis non, je jure madame, j'aime les cactus et je trouve ça beau. Je suis team cactus, t'as pas à t'en occuper là. Oui, c'est ça. Alors ça joue un peu parce que je suis pas très très bon pour m'occuper de quoi que ce soit d'autre que de moi. C'est quoi ta rêve en déguisement pour une soirée à thème? Alors, j'avais un costume à paillettes de l'époque où mon père était chanteur que j'ai beaucoup mis. Ouais, j'ai beaucoup usé, j'allais dans les thèmes. Donc, du coup, soirée disco, j'étais au taquet. Et lui, il l'avait vraiment mis sur scène à l'époque où il était chanteur. Et
il rentre plus dedans maintenant, et je pense, moi non plus maintenant, je rentre plus dedans. Mais fut une époque où on rentrait dedans. Un costume à la Clo-Clo un peu là. Exactement, totalement ça, avec les bottillons en or avec une talonnette. Ouais. C'était là, j'ai pas beaucoup pécho avec ça. C'est le costume de Poulvord dans Podium, non, c'est pas loin de ça. Il y a de ça. Exactement. C'est pas aussi beau sur ici, mais sur le l'avant, mais c'est exactement l'esprit. Ok, je vois très bien. Et enfin, pour terminer, c'est quoi ta ref, un podcast avec le mot ref? C'est vous. Wow, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a répondu autre chose? Oui, tout le monde répond autre chose. Les gens font semblant, tu sais. Ah, je sais pas. On essaye. Bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était trop cool. On a plein de refs à aller fouiller. Fouillez-moi de la ref, mettez-moi des sons de Sim. Ouais. Oh oui, on va faire ça. Et on te souhaite bonne chance pour tes Molières. Ouais, grave. Je prends. Et on t'écoute sur Jupiter. Je mettrai plein de liens en description pour aller. C'est trop sympa. Continuez. Et puis bonne merde à vous. Spectacle ad vitam. Bah ouais, je reviens à Paris en novembre-décembre. Et sinon partout en France. On mettra tous les liens en description. Trop sympa. Merci à vous. Merci.